Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vidéo Club. Épisode très particulier car, comme chaque année, c'est l'épisode pronostic des Oscars 2025. Salut tout le monde. Salut. Comment ça va la petite équipe? Est-ce que ça a fait des petits pronos de folie, on pourrait dire? On est à fond. Ouais. J'ai travaillé. Easy. Trop sané. Je pense que c'est un peu la première question que je vais poser un peu à tout le monde pour commencer, mais comment vous sentez un peu dans ces pronos? Quel est un peu le sentiment sur ces Oscars 2025? Ça c'est peut-être un petit tour de table qu'on pourrait faire assez rapidement. Je sais que certains sont un peu plus déçus, je pense notamment à toi Lorenzo, moins fan on va dire de ce qui est proposé des nominés de cette année. Il pleure. Je pense que beaucoup de catégories vont se faire voler par des films ou des acteurs pas très méritants. Alors qu'il y a des grands films, mais ouais, à voir. On peut être surpris en bien comme en mal. Roman, est-ce que peut-être c'est quelque chose que tu partages? C'est comme d'habitude, hein. C'est un peu... Il y aura de tout, quoi. On verra. Et toi Théa, est-ce que tu es à l'aise avec tes pronostics? Est-ce que tu es d'accord peut-être un peu avec ce qui a été dit de ces nominations qui sont peut-être je vous trouve un peu blasé. Non, quand même, va y avoir des sacrés coups de théâtre. Moi, je m'attends à ça. Parce que alors, vu tout le foin qu'il y a eu autour, ça va être très très marrant cette année. Ouais. Arrête de me regarder comme ça. Non, moi je suis absolument d'accord avec toi. En fait, je vous cache pas, et j'en ai parlé un peu à l'équipe, mais par rapport aux autres années où je suis assez serein avec ce que je mets, alors je me trompe par moment, ça c'est évident, mais j'étais quand même assez serein sur ce que je mettais les autres années. Cette année, j'ai beaucoup d'incertitudes. Moi, mes pronos, je les ai bossés, et à chaque fois, je les change. À chaque fois, je me dis, il va y avoir un coup de tonnerre. On en reparlera dans cette émission de la possibilité des coups de tonnerre qu'il pourrait y avoir. Mais avec tout ce qui s'est passé avec certains films et pas mal de choses qu'il y a un peu autour, surtout avec le contexte ricain actuel, je pense qu'on va en avoir pour notre argent. Je pense qu'il va y avoir du spectacle, je pense que c'est le cas de le dire. Enfin bref, comment on va un peu s'organiser pour aujourd'hui? C'est très très simple, on va prendre catégorie par catégorie et on vous donnera du coup 2 choses par personne. On vous donnera tout d'abord notre statuette personnelle, le film qu'on considère, si nous étions le jury des Oscars 2025, la statuette qu'on donnerait du coup au film qui mérite dans cette catégorie. Et on vous donnera ensuite la statuette qui, selon nous, va obtenir le film qui obtiendra du coup le prix aux Oscars. C'est du coup cette catégorie-là, cet élément-là qu'on prendra un peu en compte pour voir un peu qui s'en sortira le mieux dans cette année de cérémonie. Petit élément avant de commencer, déjà tout d'abord pour vous dire qu'on va mettre de côté quelques catégories. Alors c'est notamment le cas de meilleur court-métrage, donc meilleur court-métrage documentaire, meilleur court-métrage de fiction et meilleur court-métrage d'animation. Tout simplement parce que nous n'en avons vu aucun de ces courts-métrages, donc on ne s'est pas assez intéressé. Et c'est aussi le cas pour du coup meilleur documentaire, où du coup on laissera un peu de côté cette catégorie-là. Mais en tout cas, pour toutes les autres, on va vous en parler et on va vous donner nos petits pronostics. Pronostics que vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver en résumé sur nos réseaux sociaux. Transition toute parfaite pour me permettre de vous rappeler de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Par exemple, il y a quelques temps, on avait lancé notre concours pour l'épisode 50e anniversaire de l'émission. 3 personnes ont participé à un petit jeu concours qu'on avait fait sur Instagram. Et Plus que 3 personnes ont 3 personnes ont gagné. Oui, alors, on gagne, 3 personnes ont ouais. gagné, mais vous étiez nombreux à avoir participé. Tu as raison, très triste si c'était ces 3 personnes qui... Voilà. C'était nous, en fait. Vous étiez très nombreux à avoir participé et 3 personnes ont gagné et du coup ils se retrouvent maintenant, ils se retrouvent avec une jolie petite box ciné à la maison. Ça fait plaisir et donc ça vous montre bien qu'il faut nous suivre sur tous les réseaux sociaux et surtout partager l'épisode, mais aussi nous mettre 5 étoiles. Ça nous donne de la force et ça nous permet de continuer. On y va tantôt? Mais Let's bien go. sûr. On y va tantôt. Commençons directement avec la première catégorie. Donc les premières catégories, ça va être plutôt des prix techniques. Donc on va peut-être essayer d'aller assez vite sur ces catégories-là.
La première catégorie, c'est donc meilleur maquillage et coiffure. Les nominés sont A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance et Wicked. Qui veut commencer peut-être un petit peu sur cette prono? On a du très très bon, on a quand même des choses assez intéressantes à droite à gauche. Alors personnellement, A Different Man, je ne l'ai pas vu, ça fait partie des films que j'ai... Moi, j'ai tout vu. Voilà, peut-être tu veux commencer, Théa. J'ai réussi à tout voir. Alors, moi, j'ai mis comme Oscar perso The Substance. Pareil. Ouais. Parce que quand même, on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même un certain travail de la matérialité qui fait plaisir clairement. en 2025. Clairement. Mais comme je pense que les États-Unis sont très chauvins et ils vont vouloir récompenser ce film qui a fait beaucoup parler de lui, à tort ou pas, bref, moi je pense que ça ira à Wicked. Eh ben, je suis absolument d'accord avec toi sur la même réflexion qui est de dire que The Substance, il y a un travail de fou sur justement les prothèses, tout ce qui est mis. On sait que justement, on a des actrices qui se sont pris du maquillage à la gueule pendant 6 heures et c'est assez impressionnant. Mais évidemment, Wicked va être beaucoup mis en avant parce qu'il y a aussi un travail assez intéressant dans Wicked. Il y a beaucoup de personnages et tout Qui plein de sont pas personnages. en vert, enfin, c'est beaucoup de travail. Non, alors mis à part ce truc-là du personnage pas en vert, en fait, il c'est faut. beaucoup de travail. Je pense que tu prends la catégorie dans son ensemble et tu vois qu'il y a tellement de gens qui dansent, qui sont tous maquillés, machin. Non, mais oui. Je pense que c'est pas complètement mérité par rapport à The Substance, mais oui, je pense que c'est ce film-là qui l'aura, quoi. C'est la qualité, pas la quantité. Non, mais ça devrait être The Substance parce que quand même les autres prothésistes et directeurs de maquillage et membres de ce domaine De la d'activité, guilde des ou de costumes. cette guilde, voilà, sont impressionnés du travail qui a été fait dans The Substance, je vois pas pourquoi ça serait pas Ouais, ce moi, je film. pense que ce sera The Substance. Hein. Parce qu'il y a. Ah, toi, moi, je tu suis- poses bah The oui. Substance. Mais oui, Moi, il y a, je il y a eu des réactions de cache. gens qui sont dans le métier depuis 20 ans qui sont en mode attends, mais même ça, c'est du jamais vu, je le ferais pas, je l'aurais pas fait comme Wow. ça. T'as pas ce genre de réaction pour donner à Disney, quoi, à Wicked. Alors que, dans l'autre sens, si c'était pas The Substance, pour moi, je partirais sur Nosferatu. Parce que. C'est à chier, je suis d'accord, je suis avec toi, c'est du what the fuck de pas méritant pour moi, mais. Parce que déjà, ça serait, je trouve, le seul Oscar qu'il pourrait avoir, tellement ce film est claqué et il est nommé dans 4 catégories que techniques. Donc Oui, c'est c'est bien la vrai. preuve que c'est pas un bon film. Merci. Et puis parce qu'il y a vite fait quelque chose. Il y a des décors, et des maquillages et des costumes qui sont pas dégueux. Et puis, j'ai pas vu Weekend, mais il y a déjà un peu plus de reconstitution historique qui ferait que je préférerais ça si c'est pas The Substance, quoi. On valide Suku sur le fait que le prix de cœur, donc la statuette qu'on donnerait nous, ça serait The Substance pour toute l'équipe. Mais j'ai l'impression que du coup, le résultat final pour Théa et moi, ça sera, on pense, The Wicked qui obtiendra la petite statuette. Et puis pour toi et Lorenzo et Roman, eh ben, ça sera The Substance qui quand même l'aura. On peut valider un peu ces petits éléments. Ouais. Deuxième catégorie, meilleur costume. Nous avons un parfait inconnu, Conclave, Gladiator 2, Nosferatu et Wicked. Je me permets vite fait de commencer un peu la discussion. Pour moi, dans ces catégories-là, il y a 2 éléments qui ressortent. On a d'un côté Conclave et on a de l'autre côté Wicked. Pourquoi ? Parce que, donc, pour aller déjà sur Conclave, on en a beaucoup entendu parler. Il y a un travail de fou qui a été fait sur l'esthétique des tissus, une recherche très poussée, etc., etc. Mais pour moi, le travail est assez important, mais il est assez mineur par rapport aux costumes qu'il y a dans Wicked. Et surtout, encore une fois, ça revient à ce truc de... Il y a une immense diversité des costumes et surtout, il y a une très grande diversité dans les styles et dans chacun des personnages à l'écran. Parce que vraiment, j'ai pu rattraper Wicked d'ailleurs sur le tas, mais on voit qu'à l'image, il y a énormément de personnages et chacun a un costume très particulier, très beau, etc. Donc pour moi, ma statuette personnelle, elle va à Wicked. Et ma statuette qui, je pense, l'aura, eh ben, c'est Wicked. Encore une fois aussi dans cette perspective de... Wicked est tellement un phénomène aux États-Unis qu'il va probablement rafler aussi pas mal de prix. Et je pense que c'est un prix technique comme celui-là qu'il aura probablement. Ouais, moi, je dirais Conclave. Je dirais Conclave Moi, aussi. je suis sur Conclave, autant dans mon choix. Je trouve. Après, j'en ai vu vraiment que deux. Oui, apparemment, on donc, est passé de quelque chose. On est passé à côté de Wicked, mais. ouais. Le film Alors est que pas bon. Théa hein, l'avait mais... massacré, on s'en souvient. Ah non, mais c'est de la merde ce À film. l'époque. Mais Le film est pas Quel incroyable, niveau pas horrible, strat. mais- Non, mais Conclave, il y a quand même, au-delà de. Bon, alors, c'est toujours les mêmes costumes, on dirait. C'est 15 000. 100 fois, littéralement 100 15 fois 000 le Soudanes, même mais, costume. mais non, mais c'est les costumes et c'est aussi ce qui en est fait à l'image. Et je trouve qu'il y a un bon truc, il y a plein de plans avec ces étoffes et tout qui marchent vraiment bien. Donc je trouve que ce serait mérité. Et Oui, la vape de Ça l'italien. n'a aucun rapport avec les costumes. Ouais, mais- vraiment. mais, C'est de l'accessoirisme, oui. Ah, mais- est-ce oui, que, dans est-ce un que costume, c'est- c'est ça vrai que compte c'est dans Ah, moi, ça me fait penser à Ah, ça. ok, ouais. pardon. Je crois que ça compte. C'est pour ça qu'ils donneront la statuette, c'est pour la veille. C'est ça qui le jury avait. Ah là. Le petit élément en plus. Non, mais surtout parce que Conclave, les costumes servent aussi au visuel C'est ça. et à l'atmosphère du truc. Autant, dans
Wicked aussi, sens, j'imagine, quoi, mais ça a un sens. Ouais. Ça porte beaucoup le film, je trouve. Mais dans l'idée, je suis d'accord. Hein, c'est juste que les ricains vont vouloir donner à Wicked un prix parce qu'encore une fois, c'est un phénomène et parce que techniquement, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve pas impressionnant. C'est quand même assez bon le travail qui est fait dans Wicked et donc c'est typiquement des trucs où tu vas lui donner plein de statuettes. Pour Après, moi, je veux c'est un peu dire, là, quoi. contrairement en France, je crois que les Oscars, c'est chaque profession donne un prix à la profession. Donc, je sais pas quelle tendance la guilde des costumiers américains. Enfin, non, mais je veux dire, ils n'ont pas ciseaux. forcément le même point de vue que sur d'autres Ouais. trucs. Donc, Ouais. ce serait peut-être, ça va aussi être une surprise. Puis de c'est ce peut-être côté-là, moins quoi. politique aussi comme catégorie. T'as peut-être moins la pression de Disney pour avoir l'Oscar du meilleur costume. Je pense qu'ils peuvent s'en passer dessus là. Indeed. Bah, moi, je suis assez d'accord sur Wicked parce que il faut aussi rendre hommage, à mon avis, à la comédie musicale, etc., etc. Puis, mon avis perso, je préfère qu'ils aient ce genre d'Oscar. Puis après, c'est finito, on les voit plus de la compétition, que d'avoir d'autres trucs. Après, je sais pas, moi, j'ai mis pour mon Oscar, je mettrais Un Parfait Inconnu. Ok. Ah ouais. J'ai chié dessus, j'aime pas ce film, mais je sais pas. De nouveau, Strat, mieux vaut lui donner un truc naze plutôt que lui faire gagner des trucs au déficit de d'autres films qu'il mérite plus. Ça sera l'inverse, malheureusement, qui va se passer. Meilleur décor cette fois-ci, on retrouve The Brutalist, Conclave, Dune, deuxième partie, Nosferatu et Wicked. Qui veut se lancer pour la petite statuette de meilleur décor? J'aimerais bien The Brutalist quand même. Parce qu'il y a un vrai travail sur, sur les décors des gens en tant que tels, en termes de conception et de matérialité. Mais surtout sur la conception, parce que vu que ça parle d'un architecte, il y a eu un vrai travail de recherche architecturale et ça dépasse le simple décor en fait. Enfin, c'est plus que... En fait, il se suffit à lui-même le décor. Le décor, ça dépasse un support matériel pour un film. C'est vraiment un objet architectural qui après vient servir un film. Dans cette logique-là, j'aimerais vraiment beaucoup que ça soit The Brutalist parce que ça serait récompenser la créativité de conception d'un décor. Mais je pense que ce sera Nosferatu. Oh waouh! Ça me casse les couilles, mais je pense que ça sera Nosferatu. Parce qu'ils ont refait toute une petite ville allemande, ils ont fait le truc de Nosferatu. Ils ont aussi fait un gros bâtiment dans Brutalist. Ils ont refait non, à l'échelle d'un 60e, il est pas... Oui, non, mais bien sûr. Non, j'aimerais beaucoup, vraiment, pour moi, ma statuette de cœur, c'est Brutalist, mais je pense, si c'est politique et si c'est pour récompenser des noms et des studios, ça serait plutôt... Parce que Brutalist aussi, je pense qu'il va beaucoup performer dans d'autres catégories beaucoup plus prestigieuses. Donc ils vont, comme disait Théa, peut-être un peu donner les petites statuettes techniques à des trucs qui vont pas se faire récompenser dans les grosses catégories, comme Nosferatu. Par exemple, Nosferatu, tu lui donnes costume et décor, voilà, emballer c'est pesé, et après on te revoit plus dans le reste. Oh waouh, j'adore, j'adore. En même temps, ouais, moi C'est comme ça que je gérerais les Oscars si c'était moi qui... À part ça, moi je suis assez d'accord aussi, mais je te rejoins sur la statuette du cœur. Pour moi, The Brutalist est le seul film. En plus, ce qui est génial avec The Brutalist, c'est qu'en fait, c'est le décor sert le propos du film et la diésage du film et l'expression c'est le personnage. du film. Et du personnage. C'est-à-dire, on en reparlera dans l'épisode 52 que vous entendrez dans quelques jours, mais l'architecture et le décor a un point extrêmement important dans ce qu'est le personnage. Et pour moi, c'est là où du coup le décor est d'une intelligence assez folle dans The Brutalist. Mais encore une fois, malheureusement, les Oscars vont vouloir récompenser un gros morceau de cinéma, enfin de leur cinéma, gros bestiaux, machin, alors qu'en vrai, ça ne le mérite pas forcément. Et bah pour moi, ils vont redonner encore une fois une petite statuette à Wicked, prix technique, parce qu'il faut lui donner plein de statuettes, parce que ça a été un phénomène et parce que ce film-là mériterait d'avoir, selon eux, mériterait d'avoir ce truc-là. Les décors sont jolis, je dis pas, mais vraiment pour moi c'est en dessous de Brutalist et peut-être c'est même en dessous de Conclave aussi d'une certaine manière, avec justement cette chapelle Sixtine qui est assez belle, même si ça reste très limité à juste cet endroit-là. Mais voilà, pour moi la statuette repartira à Wicked, même si mon petit cœur me dit The Brutalist à 100%. Ouais, nos petits cœurs battent à l'unisson parce que pour moi ce serait aussi Brutalist, mais tout simplement parce que effectivement là il y a un vrai il y a une vraie relation avec les décors au sens large, genre ça peut être des vrais décors, des décors de studio. Wicked, ça se voit que c'est du studio, mais genre c'est dégueulasse au possible. Absolument. Moi j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Ça veut dire quoi ignoble? Immonde et ignoble, c'est vraiment le plus de la merde. Ignoble, j'aime bien. Mais c'est quoi, même s'il y avait une catégorie meilleur Wicked, je mettrais pas Wicked. Je mettrais Nosferatu. Non mais ouais. Alors après, meilleur décor. Pronostic, moi j'ai mis Dune parce que comme il y avait eu ce petit problème avec la musique
toute l'histoire que Hans Zimmer pouvait pas être nommé. Parce que je sais plus pour quelle raison. Non, me tapez pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils doivent quand même lui donner quelque chose. Et puis, ça arrive que des fois, il y a des gros blockbusters qui raflent justement ce genre de prix technique. Et après, on n'en parle plus parce que c'est pas assez prestigieux pour mériter des récompenses de performance. Donc, je sais pas. Moi, je vais sur Dune pour décor qui aussi a une bonne relation avec le récit. Donc, oui, le côté sable, c'est vrai que... Le côté sablonneux, ouais. Ouais, il fallait le trouver. Enfin, la Dune, il fallait bien les concevoir, les niveler. Ouais. Puis moi, tu vois, je suis pas Anakin, moi j'aime bien le sable. Donc ça me va. Bah, moi, je pars, je mets une pièce sur The Brutalist quand même. Parce que voilà, j'ai envie de croire en mes rêves. Et... Non, bah, il n'y a pas de raison, quoi. Après, je n'ai vu que 2 de la liste. Donc, de toute façon, ça se joue entre ça et Conclave. Donc, je dirais plutôt Brutaliste. Voilà. Meilleur effet visuel, cette fois-ci, on retrouve Alien Romulus, Better Man, d'une deuxième partie, Kingdom of the Planet of the Apes et Wicked. Dans cette catégorie que, évidemment, Roman, tu as vu tous ces films. Ouais, j'ai un avis bien tranché. C'est ta catégorie. Tu en as vu aucun. Est-ce que tu as envie, juste pour la vanne, de balancer un film au hasard et avec un peu de chance, ça tombe dessus? Et on paye une bière si jamais tu tombes juste. C'est un des 2 films où il y a un singe. Je dirais pas lequel, mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du singe dans cette catégorie. Tu dis c'est l'année du singe. Pour moi, c'est l'année du singe. C'est l'année du singe. Les Oscars ne vont pas s'y tromper. Je pense que c'est l'année du sable, moi, personnellement, parce que je pense que ça va être Dune partie 2 qui l'aura, effet visuel. Non, il y a des trucs très intéressants. Alors, justement, moi, je les ai... les deux singes, je ne les ai pas vus, donc, tu vois, je pourrais pas te dire. Alors que moi. Mais... Il a le pif pour ça. Non, mais je pense que Dune va l'avoir, parce que, voilà, grosse production, parce que... Techniquement, c'est assez impressionnant ce que fait justement les gens qui ont bossé dessus, donc Paul Lambert, Stephen James, etc. Il y a du très très gros travail qui est fait, et puis quand on sait en fait le travail de détail que Denis Villeneuve a à ses effets spéciaux, ma pièce et mon petit cœur va vers Dune assez facilement pour les effets visuels. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Wicked, c'est de la merde. Oui, alors absolument. Je me lasserai jamais de dire. Kingdom of the Planet of the Apes, je m'en bats les couilles. Better Man, j'ai pas encore eu cet honneur, la joie de découvrir ce truc. Et puis Alien Romulus, je m'en bats les couilles aussi. Robbie Williams en stop motion. Non, en singe. Quoi? En singe? Oui, non, mais il est en... C'est de la stop motion pour faire le singe. Non, c'est pas de la stop motion, c'est de la motion capture. Motion capture, ouais. Disons que j'ai confondu les deux. Disons que c'est la même chose. Oui, on voit voit lui. Un petit fun fact, c'est que le gars de Dune, il a gagné ses 3 dernières nominations, donc pour Blade Runner, First Man et... Non, il en a gagné 2 en fait. Et ça, sa 3e. Je sais pas lire. Il a gagné pour Dune 1. Est-ce qu'il va gagner pour Dune 2? En gros, ça sous-entend que potentiellement il pourrait faire le triplé. C'est une machine à gagner. Le quadruple. Mais le double Dune déjà. Il pourrait faire le double Dune. Et j'ai l'impression qu'on est plutôt. C'est la machine à gagner. Il s'appelle comment ce gars? Il s'appelle Paul Lambert. Paul Lambert. Et il y a un Paul Lambert dans votre vie. Vous gagnez à coup sûr. Cette fois-ci, on est sur un autre prix, un tout petit peu quand même plus important, en tout cas qui nous intéresse quand même un tout petit peu plus de notre côté. C'est cette fois-ci meilleure photographie. On retrouve The Brutalist d'une deuxième partie, Nosferatu, Emilia Pérez et Maria. Roman, je te laisse un peu la parole, tu veux commencer, qu'est-ce que t'en penses toi? Bon pour moi c'est évidemment The Brutalist là, il n'y a pas d'autre choix en fait. Déjà niveau technique, je crois qu'il a été filmé avec cette technique, je sais plus le nom du truc mais qui fait des plans. C'est VistaVision mais c'est ça, voilà. Mais il a changé le truc pour avoir plus d'images par seconde. Voilà, et c'est des plans hyper larges et ça prend je sais pas combien de dizaines de bobines de pellicule pour stocker ça. Donc déjà en termes techniques, je pense qu'il y a une force et les plans sont magnifiques, enfin il y a encore des plans qui me restent en tête encore maintenant, donc pour moi, c'est impossible de donner, même à Dune, et je pense très impressionnant visuellement et tout. Là, quand même, pour moi, c'est pas possible qu'il aille autre part que dans la poche de Brady Corbett. Ou de Lol Crowley, qui est en fait le directeur de la photographie. Voilà, exactement. Il s'appelle Lol. C'est vrai que j'avais vu au générique ce gars qui s'appelle Lol. Non, je suis d'accord, The Brutalist, c'est le plus méritant, c'est le plus beau, mais... Je sais pas, ça me saoule. Je suis sûr, il y a Nosferatu en embuscade. Il est derrière avec ses gros dents là. Est-ce que Nosferatu est présent dans notre pièce avec nous? Est-ce que tu le vois actuellement? Parce que j'ai l'impression qu'il il est là, il me menace. Comme dans le film, il est dans les rideaux. Avec sa petite moustache moche là. I'm gonna win the statuette. Non mais non, parce qu'en vrai, s'il y a bien un film une chose que ce film a pour lui, Nosferatu, c'est sa photographie. Qui est vraiment pas dégueu. Très belle. Avec ce faux noir et blanc qui fonctionne super bien. Magnifique. Et ce jeu... Non mais ça... Mais attends, il dure 2h12, il faut se rattacher à quelque chose.
Pour moi, c'était la photo. Vous êtes vraiment pas des amoureux de Nosferatu. Moi, je le défends quand même beaucoup plus, mais on a cru comprendre que... Voilà. De statuette de cœur, c'est clairement The Brutalist. Mais j'ai une crainte. J'ai une crainte que ça soit Nosferatu. Roman veut croire en ses rêves. Moi, je suis déjà pessimiste et désillusionné. Peur de tes cauchemars. Voilà, exactement. Mes cauchemars ressemblent à Nosferatu. Ah, voilà, exactement. À Robert Engels, le réalisateur de... Oh non, non, Robert Eggers, tu touches pas. Non, mon pote, tu touches pas. Tu touches pas à The Lighthouse, tu touches pas à Witch. Non, on se calme. Moi, je vous suis. Mon petit cœur bat pour The Brutalist. Ça paraît plutôt logique. C'est magnifique. Ça reste en tête. Maria, c'est dégueulasse. Emilia Pérez, c'est celle dont il faut pas prononcer le nom cette année, je crois. Nosferatu, la même. Et puis Dune, moi, je pense qu'il en aura un, mais pas plus. Donc, à mon avis, s'ils sont pas trop cons, ils mettent The Brutalist. Absolument d'accord. Ma petite pièce personnelle, donc celui qui va l'avoir à mon sens, c'est The Brutalist. Et mon cœur va aussi évidemment dans The Brutalist. Pour aussi la même raison qui a été dit, c'est que techniquement, c'est hyper impressionnant. Et je veux quand même rappeler un truc, ce film n'a coûté que 10 millions, The Brutalist. Donc on en est quand même sur une image qui est fantastique à seulement 10 millions. Et quand on dit que chaque centime est allé dans l'image, là je pense qu'on peut vraiment le dire, chaque centime est allé dans l'image. Maintenant, pour tout ce qui est du reste, il y a des trucs qui sont vraiment très sympas. Emilia Pérez, moi j'aime beaucoup la photo, mais pas du tout au niveau de tout ce qui est du reste. Nosferatu, j'aime beaucoup la photographie, côté un peu gothique et tout, je la trouve magnifique. Dune, très impressionnant numériquement, mais encore une fois, par rapport à la grandeur des caisses The Brutalist dans la vision de l'image et dans l'esprit cinématographique de l'image et le travail qui en est fait, c'est juste impressionnant. Et Maria, c'est évidemment le film classique en fait, on met un gars dans la photographie. Il me semble qu'il y a 2 ans ou l'année passée, c'était Lecomte qui avait été nommé dans cette catégorie, un peu comme ça. La photo était magnifique, hein, mais vraiment impossible de le gagner quand tu vois ce qu'il y a en face. Donc, The Brutalist, 2 fois, pour moi, ça va être banco. Clairement, photographie et prix du cœur, ça part à The Brutalist. Meilleur son, cette fois-ci, les nominés sont Un parfait inconnu, D'une deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked et Le robot sauvage, qui fait sa petite apparition dans les nominés. Nommé. Je savais. Nommé. Je savais que j'allais faire On en est à 2 là. Nommé. Ouais. Écoute, moi, de cœur, je dirais Dune, deuxième partie. Ouais, Parce qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait sur le son pour rendre tout ça un peu vivant. Et en plus, Denis Villeneuve, il a tendance à beaucoup travailler là-dessus dans tous ses films. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Après, bon, il y a quand même pas mal de films là dans le tas. Donc Wicked, Emilia Pérez et puis Un parfait inconnu qui parlent de musique, Il y a 2 qui performent. Voilà. Et 3 films qui parlent vraiment de musique, quoi. De nouveau, dans ma logique, Wicked, c'est niet, jamais de la vie. Emilia Pérez, à mon avis, va être snobée. Donc, je dirais que logiquement, ils vont récompenser Un parfait inconnu parce que je doute qu'il en ait beaucoup plus. Ouais, alors... Je suis assez d'accord, moi je rejoins un peu. Je pense que ce sera Un parfait inconnu. Tu penses que c'est Un parfait inconnu ? J'en ai inconnu ? vu que 2, donc... Non, tu te lances sur Parfait inconnu, toi ? Ouais, bah je sais pas, je trouve que... Après, c'est aussi parce que c'est de la bonne musique. Donc, mais ici bien sonne bien. Bah ouais, moi c'est ça, c'est peut-être la musique est bonne. Moi je sais pas juger, je peux pas juger. Il y a meilleur son, donc ça veut dire un travail de son particulier. Et c'est là où pour moi, le prix, il va automatiquement aller aux 2 comédies musicales de la sélection, à savoir soit c'est Emilia Pérez, soit Wicked. Et mon prix de cœur irait à Emilia Pérez, parce que je pense que le travail de son est excellent là derrière, dans le travail de justement comment tu l'arranges et tout. Eh oui, c'est comme ça. Par contre, encore une fois, on va filer des prix techniques au même film, et pour moi, c'est Wicked qui va choper le prix de la statuette, enfin qui va avoir la statuette. Mais pas du tout, c'est Dune. Enfin, on juge pas la musique, on juge pas la sonorité. On juge sur le travail du son. Je suis oui, d'accord avec toi. Mais voilà, mais Dune, comme dit Théa, Dune, l'atmosphère sonore vient servir tout le film. Ouais. Donc... je sais pas en quoi, parce qu'il y a du Bob Dylan et c'est bien mixé, ou parce qu'il y a Wicked et c'est bien mixé. Parce que la musique est au centre de l'œuvre, et du coup, ils vont considérer que la musique est au centre de l'œuvre dans 2 comédies musicales ou dans Bob Dylan. Donc mais ça typiquement, dans Dune, le bruit des explosions, des blasters, elle est dans le film, elle est super bien mixée aussi. Mais on rappelle qu'ils les ont pas nécessairement vus, les films. Donc ils vont peut-être se partir du principe que c'est... Le problème, c'est qu'on parle des Oscars, et il me semble que historiquement, la tendance aux Oscars, c'est dans meilleur son, on va aller filer... Alors, je dis une connerie, parce qu'en fait, dans Top Gun 2, justement, il a été récompensé meilleur son, mais je crois pas qu'il y avait une comédie musicale qui était en même temps dans ces catégories-là. Mais moi, je pense que par stupidité, ils donneront vraiment un truc meilleur son à des films où le son sont américains et ils font beaucoup de belles choses et beaucoup moins bonnes choses. Conneries, hein. Donc non, mais je crois que c'est Wicked qui va le choper, mais j'aurais quand même donné la statuette à Emilia Pérez au final. Meilleur montage cette fois-ci, on a Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Alors là, j'ai une petite carte à jouer parce que étonnamment,
on va voir si peut-être quelqu'un T'as fait dans le la montage salle dans des sera- films, c'est ça? Non, absolument. Non, mais alors, mon petit coup de cœur, c'est quand même Conclave en termes de montage. Et justement, je te regarde parce que peut-être on va être d'accord. Je trouve, en ayant vu Conclave, par rapport à tous ces titres-là, je me rappelle que Conclave avait un montage très particulier, très chronométré, très prenant, très tripant, très oppressant. Et je trouve que passer par le montage pour exprimer tous ces trucs-là, je trouvais ça assez impressionnant et d'une grande subtilité. Donc 100%, moi, je donnerais ma statuette à Conclave. Maintenant, le truc, c'est que le meilleur montage va être donné à un film qui met le montage au centre, quelque chose de plus grandiloquent dans son montage. Et pour moi, Wicked, non, parce que je vois pas en quoi ce montage-là va être assez impressionnant. Anora, je vois pas non plus, à part quelques petites scènes assez intéressantes, justement bien montées. The Brutalist, pareil, même si j'aime beaucoup le montage, je n'y crois pas trop. Pour moi, en fait, c'est Emilia Pérez qui va le choper parce que, justement, la manière dont le montage met en scène les comédies, les mouvements des personnages, etc., il y a un gros travail qui est derrière. Donc, pour moi, qui est plutôt maîtrisé, mais pour moi, le montage va être emporté par Emilia Pérez, même si mon petit cœur va sur la subtilité et l'intelligence du montage de Conclave. Ouais, non, ça devrait être Conclave parce que, comme tu dis, il y a quelque chose d'incisif dans le montage de Conclave qui fait que, devant le film, j'avais des fois la sensation qu'on avait d'abord pensé au montage et qu'après, on avait inséré la mise en scène. Puis il y avait aussi cet effet. C'était pas forcément positif du coup. Non, mais là ça marchait bien parce que tu sentais qu'on avait d'abord pensé le rythme de la scène et après les acteurs s'étaient calés. Enfin, il y avait un peu cette sensation-là que tout s'était aligné, mais que d'abord on sentait que le réalisateur et le monteur avaient déjà l'atmosphère de la scène en tête et que c'était super bien calé et chronométré. Puis même des fois j'avais la sensation avec le montage de Conclave où, vous savez, ce qui est maintenant très, très cliché, mais ce son un peu grinçant quand il y a un faux screamer qui fait qui. Bah, il y avait ce truc où des fois ça se cut. Puis il détend ton siège, j'étais là, ok, haute scène, haute moment, et puis ça fonctionnait super bien. Donc, je pense Conclave, c'est là où le montage sert le plus le film et le plus pensé en allégorie avec le film, mais je vois pas pourquoi, Wicked ou peut-être Brutalist, pourquoi pas. Mais Emilia Pérez, ça danse bien, oui, ça virevolte bien. Mais ça le met bien en scène. Pourquoi il y aurait le montage derrière reste assez fort. Donc Moi, mon petit cœur, il va vers The Brutalist parce qu'il y a quand même plein d'images iconiques qui me sont restées en tête, notamment toute l'ouverture où tu vois la Statue de la Liberté. Je sais pas, pour moi, le montage dans ce film, il veut aussi dire quelque chose. C'est aussi une partition en part entière. Donc moi, je partirais plutôt là-dessus. Même si je reconnais que Conclave, effectivement, grâce au montage, ça nous rend le film vraiment... c'est un vrai thriller, quoi. Moi, j'étais genre accrochée à mon siège en mode « Putain, mais qu'est-ce qui va se passer ?» et tout. Enfin, c'était oufissime. Mais je pense qu'ils vont le donner à The Brutalist. Parce que je suis un peu comme Roman. Je shoot the stars. Moi, je suis plus un peu comme Lucas, un peu sur Emilia Pérez, parce que je trouve que... Ah bah voilà, il t'a pas suivi. Non, mais j'ai dit de temps en temps. Enfin, je veux dire, c'est mon idole, mais peut-être pas pour celui-là. Ouais, non, voilà, désolé. Non, mais je trouve Emilia Pérez, c'est là où il mérite le plus. C'est justement, en fait, le montage a su garder le rythme et a su garder l'énergie du truc. Et ça fait beaucoup, en fait. C'est pas seulement les gens qui dansent et la mise en scène générale, c'est vraiment les cuts. Enfin, c'est ça qui crée le rythme, en fait. Et je trouve que ça marchait vachement bien, quoi. Après oui, c'est vrai que Brutalist aussi est un sérieux concurrent. Ouais, je ne sais pas. Mais je dirais Emilia Pérez, quand même. On enchaîne cette fois-ci avec les deux catégories liées musicales, avec du coup meilleure chanson originale, où on va retrouver Never Too Late, interprété par Elton John et Brady Carlile dans Elton John Never Too Late, El Mal, interprété par Zoé Saldana, Carla Sofia Gazon et Camille dans Emilia Pérez, Mi Camino, interprété par Selena Gomez dans Emilia Pérez, Like a Bird, interprété par Adrian Quesada, Abraham Alexander dans Sing Sing, et The Journey, interprété par H.E.R. dans Messagère de guerre. Théa, toi, tu es la seule un peu à avoir pu analyser, on va dire, ces quelques chansons. Si tu devais nous balancer un prono comme ça pour la meilleure chanson de l'année. Alors moi, je dis Like a Bird de Sing Sing, parce que j'étais en train de regarder le film et je me suis dit, waouh, ça c'est cool pour finir ce film. Genre, je sais pas, c'était celle qui m'est le plus restée en tête. Le problème de El Camino et Mi Camino et El Mal, c'est que franchement, quand c'est des comédies musicales, j'ai un peu de peine quand c'est hors contexte. Je sais pas pourquoi. Ça perd un peu de leur substance et puis en plus, comment dire, backlash sur ce film. Donc à mon avis, je sais pas, s'il doit gagner quelque chose, peut-être qu'il gagnera la meilleure chanson originale, mais honnêtement j'espère pas. Et puis j'avoue, j'ai pas regardé les deux autres, mais ça m'a appris qu'il y avait Elton John apparemment qui était nommé, et un autre truc. Mais franchement, Like a Bird de Sing Sing, parce que je sens que ce film va pas avoir grand chose, donc si au moins il pouvait avoir
juste une petite statuette, juste pour qu'on entende parler d'eux parce qu'ils sont quand même stylés. Voilà. Au niveau musical, donc pour meilleure musique de film cette fois-ci, on retrouve The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage qui refait son apparition un peu là-dedans. Là aussi, catégorie assez large. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Bah là pour moi c'est The Brutalist. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Assez clairement, trop bien. Vainqueur ou prono ? Les deux. Les deux, ouais. Ouais, moi aussi. Quoique peut-être ben, The Brutalist en cœur, mais Emilia Pérez, je pense que c'est la seule, ça serait la limite. Pour moi, c'est la frontière où ils peuvent se l'autoriser. Ouais. Parce que tout est basé, enfin tout, le gros du film est basé sur la musique. Donc ils pourraient se dire, ah ben on récompense la musique, mais pas les acteurs et pas la réalisation. Donc peut-être ils pourraient s'autoriser cette limite, même si pour moi ça devrait être The Brutalist parce que c'est plus que de la musique. Enfin, c'est vraiment un corps. Tout ce film, en fait, le montage, la mise en scène, la photographie, c'est un corps entier où tout nourrit le reste mais donc ça devrait être pour moi. Et puis Brutalist vraiment. C'est presque un monstre organique. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un Ouais, espèce de tout truc à fait, vivant derrière ce film qui est très très fort. C'est une entité quoi. Et puis les 5 premières minutes, juste c'est même pas de la musique, c'est des sons, mais ça te met un truc tellement. Enfin, ça vient t'imposer tout le film quoi. Ça te met le pied pour tout le film. Donc ça devrait être The Brutalist. Mais je pense qu'il pourrait. Enfin, en fait. Oui, Emilia Pérez, on trash talk vite fait, on aime bien un peu se foutre de la gueule, parce qu'en plus, maintenant, on peut se le permettre d'une certaine manière, il y a tout qui vient nourrir ça, mais la musique était pas si mal. Enfin, elle était pas extraordinaire, il y a eu plein de critiques comme quoi c'était de la musique de merde, mais dans le film, ça fonctionnait. Sur le moment, c'était assez entraînant, assez dansant, assez chantant, donc ça pourrait, pour moi, il pourrait s'autoriser de « Ah merde, on voulait lui donner plus d'Oscars que prévu, donc ça va être la frontière, on va s'arrêter à meilleure musique ». Puis tant pis pour le reste. On va réaborder, je pense, à un moment donné, quand on ira dans les grosses catégories avec Emilia Pérez, on réabordera un peu cette question et cette réflexion de est-ce que le film va subir le backlash, un peu de toutes ces affaires-là. Maintenant, moi, je te rejoins sur un truc, en fait, c'est que oui, mon petit cœur va dans The Brutalist parce que musicalement, le film est extraordinaire et très, très fort dans sa composition. Daniel Bloomberg, il a fait un truc juste magistral, mais... un peu comme dans la même réflexion que Lorenzo, je me dis qu'on va récompenser le film musical. Et en fait, on va pas juste récompenser Emilia Pérez, je pense qu'on va encore récompenser Wicked. Et vraiment, là, ça me ferait chier parce qu'en plus, les musiques dans Wicked m'énervent aussi beaucoup. Parce que c'est vraiment un film qui est pas agréable. Enfin, les musiques, des fois, sont vraiment pas agréables à écouter parce qu'elles sont vraiment too much, parce qu'elles sont d'une espèce d'artificialité, qui sont d'un énervement total. Mais encore une fois... c'est le phénomène Wicked aux États-Unis qui a tellement été important, où les musiques ont tellement été centrales qu'en fait, à un moment donné, tu mets en avant Wicked. Et pour moi, ça sera pas mérité, mais Wicked, il va vraiment repartir avec beaucoup de prix. Et notamment celui-là va faire partie des films que Wicked va... Enfin, une des statuettes que Wicked va encore prendre, c'est la question musicale. Parce qu'en plus de ça, par rapport à Emilia Pérez, le film a beaucoup été critiqué aussi sur son rapport musical, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, qui n'ont pas une forme de musicalité, mais plus un rapport au rythme cinématographique. Et en fait, c'est là où tu as des personnages des fois qui vont parler, qui vont peut-être pas chanter, mais qui vont parler. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, les plus bêtes je pense, ont vraiment pas compris en disant « ça chante mal, c'est pas harmonieux ». Non mais connard, évidemment que c'est pas harmonieux, c'est qu'en fait le but c'est justement que ça soit du parler, c'est normal que ça soit du parler, sinon ça briserait quelque chose si là maintenant c'était du chanter. Donc bref, je pense que Wicked le prendra, alors qu'en fait mon petit cœur me pousse vraiment à la folie vers The Brutalist, absolument quoi. On entre cette fois-ci dans la catégorie meilleur film international, et là-dedans on retrouve Je suis toujours là, film brésilien, La jeune femme à l'aiguille, du coup, film danois. Emilia Pérez, film français. Les graines du figuier sauvage, film du coup, alors officiellement allemand, étant donné que c'est une production allemande, mais on va considérer que c'est un film irano-allemand. Et Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, film d'animation lettonien. Roman, ouais. Je pense à peu près savoir quel est le film qui va se retrouver dans Je pense que tu sais même pas. Ah bon? Bah déjà, non, alors j'ai pas pu voir Je suis toujours là, I'm still here, mais j'aurais bien aimé, mais du coup, il paraît qu'il est vraiment incroyable, donc je sais pas si... J'en reparlerai. Voilà, il y a des choses à dire. Mais du coup, je pense que si je l'avais vu, j'aurais bien aimé que ce soit celui-là. Alors là, je fais carrément du rétro truc, mais... c'est ça le métavers. Parce que j'ai vu que Emilia Pérez et Les graines du figuier sauvage. Je pense que ça va être Les graines du figuier sauvage pour le côté politique et voilà, et tout ce que l'impact que ça a eu. Et en plus, les Américains détestent l'Iran, et détestent le régime iranien. Donc voilà, je pense qu'il y aura un truc politique de ce sens-là. Et pour moi, ce sera... Les graines de figuier sauvage. Et ouais, pas Emilia Pérez, à mon avis. Pas Flo, parce que bon, c'est bien sympa, mais
ça reste un simple chat. Oh, alors là, Qui sait nager Il a plus gars peur l'a de l'eau, pas ça vu. c'est une vérité. Qui a plus peur de l'eau. le Il a gars ne plus l'a du tout pas peur vu. de l'eau, Le mais- gars, il trash alors qu'il ne l'a pas vu. Il est pote Mais, avec un capybara, mec. C'est vrai, Bien sûr. ce qui n'est pas le cas d'Emilia Ouais, Pérez. Des Iraniens, voilà, ce n'est pas le pas cas le cas des des Iraniens. Iraniens. Ouais, dans leur ensemble. Et du coup, voilà, je pense les graines de figuier sauvages qui va l'avoir. Finalement, t'étais prévisible. Je pense qu'on pense. Oui, bah oui, moi j'étais sûr Ah, que t'allais ok. dire les graines du figuier Oui. sauvage. J'étais dans ton top aussi de cette année C'est vrai. 2024. Donc, puis. Merde. voilà. Donc change. T'en as vu Sur deux. le film danois. T'en as vu deux et t'as pas spécialement Mais apprécié tu Emilia Pérez. rigoles, mais justement, tu parles du film d'Anna, mais je pense que dans tous ces films-là, bah, alors je les ai tous vus, tous sont hyper intéressants, mais vraiment à leur niveau. Alors, tu vois, par exemple, Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, le film est hyper intéressant dans sa poésie qu'il essaye de dégager, etc. Non, mais Graines soyons du- sérieux. Non, mais écoute-moi. Il y a une catégorie Non, aussi mais- pour ça. Mais qu'est-ce Oui, qu'il est il y a- ronchon, on en reparlera après film d'animation. Mais justement, Flo a été nommé a été primé partout dans le monde. Il faut bien quand même oublier. Et surtout, il a gagné au. S'en rappeler. L'oublier, faut ça s'en serait rappeler. dommage. Ne l'oubliez pas. Non, il faut s'en rappeler. Il a surtout gagné au Ah, Golden Globes. Au Golden Globes, il a gagné notamment le film C'est d'animation. vrai. Film d'animation, Film on est d'animation, d'accord. voilà. Mais il a quand même gagné et il avait été nommé aussi, encore une fois, dans des catégories assez importantes. Donc, faut pas, à mon avis, mettre de côté ce film-là. Graines du figuier sauvage, pour exactement ce que tu as dit, pour le côté hyper politique, est quand même assez fort politiquement, émotionnellement et même en termes de cinéma, il y a un truc super intéressant. Emilia Pérez, c'est quand même le gros mastodonte qui est un peu en train de rouler sur la compétition, en tout cas, qui a été énormément nommé, à tort ou à travers, mais en tout cas, qui a été énormément nommé. Les jeunes femmes à l'aiguille, on n'en a pas encore parlé dans l'émission, mais je l'ai déjà vu il y a déjà plusieurs mois en arrière. Il va sortir en avril, si je dis pas de bêtises. Et c'est quand même un film qui est très très puissant. C'est-à-dire, personne s'y attendait à ce film-là, mais semaine après semaine, il a fait vraiment son petit bonhomme de chemin au sein des nominations dans les Oscars pour film international. Il faut vraiment aussi s'en méfier. Et je suis toujours là et un peu vu comme le grand vainqueur probablement de cette catégorie, si ce n'était pas Emilia Pérez qui est dans cette catégorie. Mais mon avis, c'est que dans toute cette catégorie, je trouve que le meilleur film là-dedans, c'est Emilia Pérez. Au niveau personnel, je trouve que c'est le meilleur film, c'est Emilia Pérez là-dedans. Mais, vu que je pense qu'Emilia Pérez va prendre d'autres prix, et notamment un très très gros prix en toute fin de compétition, on ne peut pas donner meilleur film international et un autre prix très important, on en reparlera après, ce qui veut dire qu'Emilia Pérez, je le retire de cette zone-là. Ce qui fait que pour moi, le film qui va l'avoir, c'est en effet Je suis toujours là, ce film brésilien qui, je l'ai vu assez récemment, vous pourrez réécouter l'épisode 52 où je détaillerai un peu ce que j'en ai pensé. C'est un bon film, mais je pense que c'est peut-être un peu abusé tout ce qui lui est donné derrière. Mais c'est vraiment un film qui va faire assez consensus, je pense, au sein des votants. Et je pense que c'est vraiment un film qui va mettre un peu tout le monde d'accord par rapport à d'autres choses. Alors que la jeune fille à l'aiguille, c'est très particulier. Les graines du figuier sauvage, même si c'est très politique, c'est aussi assez particulier dans sa mise en scène. Et Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau, comme tu as dit, c'est peut-être le film un peu plus faible dans tout ça. Mais voilà, mon petit cœur, plutôt Emilia Pérez dans l'idée, mais je pense vraiment que c'est Je suis toujours là qui l'aura parce que c'est le film qui fait le plus consensus. Et beaucoup de gens s'y attendent à que ça soit ce film-là pour plein de raisons. Donc voilà, je mets vraiment ma pièce là-dessus. Je pense que c'est ce film en effet qui l'aura. Je pense, comme Roman, hein, les graines du figuier sauvage pour le côté politique, c'est un peu le côté le film qui critique l'Iran, puis les Américains qui sont là, voilà, ça c'est bien, ça on donne l'Oscar parce que ça critique l'Iran, puis en plus c'est allemand, du coup c'est pas directement donner un prix à un film iranien, et puis il y a tout le parcours du réalisateur, les acteurs sont plutôt bons, la mise en scène, enfin c'est double mise en scène, enfin c'est deux films en un, donc puis après j'ai pas vu les autres, donc non, Emilia Pérez, je pense pareil, comme je sais plus pour quelle catégorie je disais ça, mais je pense que ça peut être la seule limite où ils se disent on donne meilleur film étranger, comme ça c'est étranger, voilà. Comme ça, c'est On donne pas meilleur film parce qu'il faut pas déconner, parce qu'il y a eu un bad clash et tout ça. On donne meilleur film étranger. Ils se démerdent entre Français et Mexicains. Ouais, c'est ça, c'est pas de notre faute, c'est les Français. Voilà. C'est pas nous. C'est français, ils se Ouais. démerdent avec les Mexicains. Les Mexicains, c'est pas notre problème. Démerdez-vous entre vous. On donne la statuette. Merci, au revoir. Parce que ça serait vraiment très très bizarre de. Mais non, je trouve que ça serait bizarre quand même de donner autant meilleur film étranger que d'autres catégories qui vont suivre. Moi, même réflexion, mais du coup, pas le même résultat. À mon avis, ils vont le donner à Je suis toujours là, parce qu'il ne l'aura pas dans d'autres catégories plus importantes. Je pense pas, honnêtement. Ils se sont fait pas mal mousser ces derniers temps, parce qu'il y a aussi cette petite compétition entre Brésiliens et Mexicains, apparemment. Donc, ils sont... Ouais,
Je sais pas, moi je pense qu'ils vont le leur filer comme ça, ils sont contents, ils ont un truc et puis ils ferment leur gueule. J'ai l'impression. Après, pour moi, attendez, j'ai pas vu Je suis toujours là, mais juste par principe, je pense que c'est lui. J'ai pas vu non plus Les graines du figuier sauvage, par contre j'ai vu les autres. Emilia Pérez, je ne prononcerai pas son nom. Flo, j'aimerais beaucoup, mais je pense pas. Ça vaut pas la peine dans cette catégorie, je trouve qu'il est beaucoup plus à sa place dans film d'animation. Et j'ai vu la jeune femme à l'aiguille et je suis désolée mais ce film il est genre incroyable et je comprends pas pourquoi il a pas plus de nominations parce que l'actrice principale, on en parle tout le temps là genre oh mais Demi Moore elle a dû faire des heures de maquillage, elle s'est mise genre tu parles tout le temps des extrêmes sur lesquels se sont mis les acteurs actrices et genre, les acteurs dans ce film, mais ils sont mortels. Genre, c'est incroyable. J'ai rarement été aussi dérangée par un film dernièrement, quoi. Souvent, je m'ennuie de ces derniers temps devant les films. Mais alors, vraiment, ce film, j'étais là, genre, what the fuck, j'attendais rien du tout. Donc, pour moi, ce film mériterait de gagner. On en reparlera, je pense, dans quelques mois. La jeune fille est à l'aiguille parce qu'il y a quelque chose d'assez dingue derrière et qui mérite absolument. On en a déjà un peu parlé avec Théa, mais il y a quelque chose de très très fort. Ouais. Cette fois-ci, on se tourne vers le meilleur film d'animation. On retrouve du coup Vice Versa 2, Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, Mémoire d'un escargot, Wallace et Gromit, Vengeance et Le robot sauvage. Alors, pour moi, c'est évident qu'il y a 2 gros films dans cette catégorie. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Mémoire d'un escargot, qu'on aime beaucoup et qu'on en avait déjà parlé pourquoi on aimait beaucoup dans le précédent épisode, et avec tout le respect que j'ai pour Wallace et Gromit, que je n'ai pas vu, mais je le respecte, parce que de ce que j'ai compris, c'est quand même vachement bien, et la majorité de gens s'accordent à dire que c'est vachement bien. Et Vice Versa 2, même pas la peine d'en parler, je vous jure que s'ils donnent le prix à Vice Versa 2, c'est une honte absolue. On se rappelle que les Oscars ont quand même tendance à faire ce genre de conneries, et j'espère vraiment qu'ils le donnent pas à Pixar, parce que ça serait... Parce que là, tu prends les armes directement. Je prends, ça part en guérilla urbaine. Tu vas te révolter. Non, mais sans déconner, ça serait un message envers le cinéma d'animation qui serait catastrophique. Ça voudrait littéralement dire, oui, ayez aucune créativité, faites du cinéma de franchise, vraiment c'est super, c'est exactement la créativité artistique qu'on veut, allez-y là-dedans. Pour moi ça serait scandaleux, donc vraiment on n'en parle même pas. Donc pour moi évidemment les 2 gros mastodontes c'est Flo et Le robot sauvage. Et je vous casse pas que moi j'étais hyper perdu, vraiment j'avais un entre-deux absolu, c'est-à-dire à la fois... C'est vrai que si je devais dire mon plaisir personnel, vraiment le film que j'ai le plus adoré entre les 2, ça serait un peu plus Le robot sauvage, parce qu'en effet, le film m'a fait m'écrouler de pleurs, vraiment, je trouve ça incroyable. Et en même temps, l'originalité et la poésie de Flo a besoin aussi d'être récompensée. D'un côté, on a un très très gros studio qui a quand même pris des risques pour faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les gros studios américains. Mais d'un autre côté, on a un petit réalisateur lettonien qui, avec ses petites patouilles, il nous fait un espèce de concept avec un chat un peu féerique, dans un truc un peu psychédélique, un peu mystique, un peu fantastique. Enfin, pour moi, les 2 films se valent vraiment et j'aurais presque envie de les avoir en égalité parce qu'ils représentent tellement des choses différentes. Mais... je pense qu'au final, si je dois écouter déjà d'une part mon petit cœur et le plaisir en lui-même que j'avais eu en regardant ces films, et aussi le fait de me rappeler qu'on est devant les Oscars et que probablement ça va vouloir récompenser aussi la street, ça va vouloir récompenser la qualité de chez nous, je pense que c'est Le robot sauvage qui va obtenir le prix. Et franchement, c'est aussi un peu challengeant parce que je sais qu'au Golden Globe, c'est Flo qui l'a remporté justement, meilleur film d'animation. Il l'a remporté devant Le robot sauvage. Je me dis que peut-être les Oscars vont vouloir un peu se différencier des Golden Globes en donnant peut-être cette fois-ci au robot sauvage un prix. Au robot sauvage. Au robot, pardon, une alternative. Tout autre film. Bienvenue dans le multiverse. Donc je pense que ça sera Le robot sauvage qui obtiendra la statuette. Mais après c'est un film juste extraordinaire, hein, vraiment, moi je le trouve vraiment magnifique, Le robot sauvage. Mais t'as vraiment un peu, ça me fait un peu le cœur. Je pense que si Flo obtenait l'Oscar, je serais très 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 content parce que c'est un film qui mérite à 300% aussi de l'avoir. Vraiment, il y a une originalité assez folle dans l'animation qui est proposée par Flo. Mais plus j'y pense, plus Le robot sauvage était correct. Non, ouais. Il y a une deuxième partie en fait qui était plutôt bof en fait. J'avais beaucoup aimé la première heure, mais la deuxième était pas si dingue. Du coup, j'ai envie de dire Flo alors que je l'ai même pas vu. Parce que je suis sûr que c'est mieux ou que c'est bien mais je pense comme tu dis. Enfin en fait au final je pense comme toi, ils vont récompenser le gros studio qui a osé faire un film un peu différent, donc DreamWorks, Robot Sauvage,
En plus, c'est écrit par une nouvelle équipe. Il y a tout un truc. Ça peut être méritant. C'est pas vraiment pas déconnant. Là où Vice Versa 2, vraiment, ce serait l'inverse. Ce serait honteux totalement. J'ai rien à dire, hein, j'en ai vu qu'un, donc... A priori, ce sera, je pense, pas Vice Versa 2. Wallace et Gromit. Mais bah voilà, je mets ma pièce sur Wallace et Gromit. Moi, j'ai le même avis que Lucas. Je pense qu'ils vont récompenser le Robot Sauvage. Mais mon petit cœur va sur Flo. Parce que pour moi, c'est les deux des films qui montrent qu'on peut faire du réalisme sans arriver au niveau calamiteux du Roi Lion, où chaque fois qu'on essaie de faire parler des animaux qui sont censés être semi-réalistes, en fait, ça ressemble à rien, parce que plus tu pousses le réalisme, moins ça a de sens. Ce que tu viens mettre dessus, enfin, nos fantasmes anthropomorphes dessus, ça sert à rien. Là, je trouve que c'est des films... Bah, Flo, il n'y a pas une seule parole qui est échangée pendant tout le film, et pourtant, on comprend des choses. Et ok, d'accord, peut-être qu'un chat ne va pas devenir pote avec un capybara. Enfin, je veux dire, peut-être que les trêves entre animaux pour cause de déluge, ça n'existe pas alors dans le vrai monde. qu'un robot avec un canari... Bah justement, avec un canard. Ou une oie, merde, je sais plus. Mais pour moi, les deux, c'est de la bonne animation qui revient aux sources un peu de ce que proposait Disney. Je veux dire, Robin des Bois, c'était ça, hein, c'était des animaux qui faisaient des trucs d'humains. Et bah là, c'est à peu près la même chose, sauf que je trouve ça se fout moins de notre gueule. Et en plus, ouais, Flo, j'adore le concept qu'il n'y ait pas de mots, cette texture, genre, c'est quelque chose qu'on a rarement vu. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaisait aussi pas mal, que ça s'éloigne un peu plus de l'image Pixar ou, enfin, ouais, typique Vice Versa ou Disney, quoi. Donc voilà, mais je pense qu'ils vont rester tranquilles. Et ils vont mettre le Robot Sauvage, à mon avis, pas Vice Versa 2. Je sais pas si on en a beaucoup parlé. Enfin, si j'imagine qu'ils ont fait un gros succès, ça a été un des quoi. plus grands cartons de Pixar depuis sa création. Mais quoi. s'ils veulent faire un peu les fifous, progressistes, à mon avis, Robot Sauvage. On entre cette fois-ci dans les catégories meilleur scénario et on va commencer avec meilleur scénario adapté où on retrouve Un Parfait Inconnu, Conclave, Emilia Pérez, Nickelboy, Sing Sing. Roman, je te donne la parole. Ouais, bah pour moi, alors j'en ai vu 3 sur 5, mais je pense que ce sera Un Parfait Inconnu qui décrocherait ce truc-là, parce que j'ai pas lu le livre, mais je trouve que la période est hyper intéressante de ce qu'elle dit, Dylan en général et culturellement et tout. Enfin, c'était un bon choix de centrer le film sur cette partie-là de sa vie et tout. Et puis, je trouve que en fait, sans avoir lu le livre, c'est un peu dur de juger la qualité de l'adaptation finalement, mais je trouve que ça se déroule bien. Il y a une bonne trame narrative qui marche bien, quoi. Après, les autres... Ouais, en vrai, Conclave, c'était bien aussi. Enfin, je sais pas, en fait. Finalement, j'ai pas lu les livres, quoi. De toute façon, t'en fais pas que les gens qui ont voté justement pour ces catégories ont pas lu les livres. Voilà. Vraiment. C'est juste les films qu'ils ont préférés. Oui, c'est nous-mêmes, ça, d'ailleurs, on les a pas lus. Les films qu'ils ont préférés en termes d'écriture. Après, que ça soit adapté ou pas... Je vous rappelle que ouais, Logan était à l'époque. Sinon, ça serait Livre Club, cette émission. En fait, non, je retire, je change. C'est pas du tout, j'ai pas du tout aimé l'écriture de Parfait Inconnu. Je me souviens maintenant. En fait, je dirais plutôt Conclave. Dans le côté jeu de pouvoir et le côté, les petites manigances. Il vient d'avoir un petit versement d'Universal. Les petites phrases. Ouais, c'est rappelé de quel film il a parlé. Oui, parce que j'étais en mode, j'aime bien. Putain, mais en fait, moi, je déteste le cinéma, moi, qu'est-ce que je fais ici? Mais non, Conclave, justement pour toutes ces petites choses, ces petites phrases, ces petits mots qui se traînent et qui changent un peu le cours de l'histoire. Avec pas grand chose, je trouve que c'est une bonne façon d'exploiter le scénario et tout. Donc je dis Conclave en fait. Tu dis Conclave. Lorenzo, qu'est-ce que tu dis toi? Je dis Conclave aussi. Je dis le même mot qu'il vient de dire. Check ça. Let's go. Non, mais je dis Conclave parce que. Alors, j'ai pas lu le livre à nouveau, donc je sais pas comment c'est, mais il y a quand même une montée en tension, comme tu dis, où réplique après réplique. Tu sens qu'on accumule de la tension et du secret. Il n'y a pas vraiment de moment de déclic. Non. Mais tu sens qu'il faudra un moment qu'on... Enfin, aussi quand il y a ce truc de... il faut qu'ils votent. Tous les jours, ils se réunissent à nouveau pour voter. Mais ça fonctionne super bien. Donc, je pense Conclave parce que... le scénario, après scénario adapté, oui, c'est parce que c'est dans cette catégorie-là. Mais le scénario en lui-même est très bon. Donc, il faut récompenser le scénario qui s'avère être adapté, mais je pense Conclave. Oui, ça va. Merci de nous définir la catégorie.
Non, mais meilleur scénario adapté, c'est le scénario qui est adapté, finalement. Parce que j'ai vu le scénario sous mes yeux et j'ai pas vu le livre, donc je me réfère à ce que j'ai vu. Donc, il a été adapté, quoi. C'est ce qu'on peut voilà, c'est là. C'est à la fin. En fait, il est là parce qu'il a été adapté. Initialement, c'est une autre œuvre et du coup, c'est adapté. Non, mais au début, il y a des mots Alors je change. sur des pages. Après, vous projetez ça, en fait. Ah non, moi je mets le robot sauvage. Non, Parfait Inconnu, pardon. Ah ouais, non, pardon. Nosferatu, quoi? Non. Pas lui. J'ai peur, mais je pense que ça sera Nosferatu. Théa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi, je vais être très subjective. J'aimerais pouvoir donner ça à Sing Sing, parce que, de nouveau, c'est un film qui, je trouve, est passé totalement à côté des radars, parce qu'ils l'ont extrêmement mal distribué. Et non, c'est dommage. Il est pas sorti en Suisse. Non, mais apparemment, où il est sorti, il a eu une ici, il est pas distribution du de tout merde. sorti. Même en France, j'ai pas trop vu. Mais tu vois, quoi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors que c'est un film qui est vraiment très intéressant dans sa conception, qui est très social, on va dire. Et du coup, pour moi, très subjectivement, je donnerais à lui. Après, honnêtement, Emilia Pérez, non, s'il vous plaît. Non. En plus, adapté de quoi? De la comédie musicale ou du livre? Non, du livre. Parce mec, en que... plus, c'est une mauvaise adaptation. Mec, attends, mais c'est 3 lignes dans un livre, ils en ont fait une... moi, ça, je comprends pas ce truc. Apparemment, en plus, le livre est interprété d'une manière tellement large qu'en fait, au final, c'est pas... Mais ouais, non, pour moi, ça vaut pas la peine. Enfin, genre, ça mérite pas ça, quoi. S'il fallait lui donner quelque chose, c'est ce qu'avait dit Lorenzo, quoi. Non. Après, Conclave, ça pourrait être intéressant. Mais moi, je pense que ce sera un parfait inconnu parce qu'en général, ils aiment bien les trucs... historiques. Moi, ça, je vous cache pas que ça me désolerait que ça soit un parfait inconnu. Ah, mais la même. C'est quand même d'une tristesse absolue d'avoir un scénario qui est aussi inintéressant. Enfin, c'est-à-dire, il y a rien de particulièrement fou. Enfin, c'est vraiment un biopic de base qui raconte la vie, la structure narrative. C'est vraiment le biopic le plus classique que tu peux trouver. Donner un prix à ce scénario-là, c'est vraiment d'une tristesse absolue. Maintenant. Ma petite statuette perso ira à Conclave parce que vraiment je trouve qu'en termes d'écriture, comme t'as pu le dire Lorenzo et Roman, enfin vraiment il y a quelque chose de... T'as fait un mix, t'as pu le dire Lorenzo et Roman, oui. Une entité. Comme vous avez pu le dire, nos chers Roman et Lorenzo. Il y a une vraie intelligence dans la manière dont c'est écrit, dans justement les rapports de force qui se créent par le discours, par le dialogue, par tous ces trucs-là. Et donc pour moi c'est vraiment Conclave qui irait là-dedans, dans son écriture, dans son twist final, etc. Mais... il y a une petite tradition aux Oscars, c'est que souvent, les meilleurs scénarios, ce sont les films que je n'ai pas vus qui remportent la statuette. Et donc, je me suis dit que j'allais du coup donner ma petite statuette à l'un des 2 films que je n'ai pas vus dans cette catégorie, donc à savoir Nickelboy et Sing Sing. Et du coup, je vais donner ma petite statuette à Sing Sing parce que... comme l'année passée, le seul film que j'avais pas vu dans les meilleurs scénarios, c'était... vous voyez, le film était tellement peu important que je l'ai oublié. Je vous laisserai regarder qui c'est qui a gagné le meilleur scénario adapté l'année passée. Faites vos devoirs. Voilà, c'est ça. Non, c'était American... Attends, on va checker. J'ai plus. American Express. Non, c'était pas American Express. Ah, pardon. Mais c'était... Pardon. D'accord. American History X. American Airlines, peut-être. Toujours pas. Attendez, je vais non, mais c'est voilà. Pour moi, il y a toujours un peu ce truc de le petit challenge. Pour moi, voilà, American Fiction. American Fiction, je lui avais donné ma statuette alors que je ne l'avais pas vu. Il l'a gagné. Et je vais retenter mon coup. Je pense que c'est Sing Sing qui le gagne alors que je n'ai strictement pas vu ce film. mais je sais qu'apparemment la critique américaine en a beaucoup parlé justement pour son écriture, pour le fait qu'il soit extrêmement touchant. Aussi même, je fais une parenthèse, mais c'est pour son mode de distribution car apparemment aux États-Unis il est sorti à la fois dans les salles obscures et en même temps il est sorti dans les prisons parce que justement le film traite en partie des prisons. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'espace carcéral qui est mis en avant dans le film. Donc je le tente, ma statuette perso va à Conclave, mais je pense que c'est Sing Sing qui l'aura pour meilleur scénario adapté. Après meilleur scénario adapté, meilleur scénario original, on retrouve Anora, The Brutalist, A Real Pain, 5 septembre et The Substance qui avait eu le prix du scénario à Cannes. Lorenzo, le prix du scénario original, à qui le donnes-tu ? De cœur, j'ai mis à The Substance. Parce que c'est efficace, c'est drôlement efficace. Et c'était un peu... en fait, je me suis dit, c'était un peu du vol qu'ils aient juste donné à Cannes ça. Ouais. Ça méritait plein d'autres choses. Et ils ont dit, ça va être ça, alors que le scénario est bien, mais ça méritait tout autre chose. Et je me dis, parce que j'ai d'autres pronos qui vont suivre, que ce serait beau qu'il y ait ça et le package qui pourrait suivre avec la suite. Et qu'il soit récompensé à la hauteur du grand film que c'est. Non pas que Anora et Brutalist ne sont pas des grands films,
Mais Brutalist, il y a un truc où c'est tellement autre chose que je pourrais pas le limiter juste au scénario, parce que quand tu extrais juste le scénario, c'est beaucoup de bonnes scènes, il y a une très belle fin, mais c'est pas ça que je veux extraire. Ce qui était la même réflexion que dans The Substance, en effet. C'est que si t'extrayais juste le scénario... Oui, c'est pour ça que voilà, il y a d'autres pronos qui vont suivre après. Mais je dirais The Substance avec un petit, on va dire une petite piécette de secours sur The Brutalist. Mais de cœur, ça serait The Substance, parce qu'après... The Substance. Parce qu'après, sur The Brutalist, j'ai d'autres choses qui vont suivre. Enfin voilà, je fais le teasing pour la suite. Et vous? Oh, c'est chou. Je peux? Vas-y. Pour moi, logiquement, ça devrait aller à The Substance. The Substance. The Substance. Et pas The Brutalist, n'est-ce pas? The Brutalist. A Real Pain. Alors, étonnamment, je les ai tous vus dans cette catégorie. T'as vu Real Pain? Ouais. Je regarde beaucoup de choses sur mon ordi. Pas que du porno. Tu te fais rire toute seule. Mais ça me va très bien. C'est très juste. Donc, A Real Pain, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Ouais, on est 50 dans ma tête, tu te rends pas compte. 5 septembre, je pense qu'on en parlera, mais j'ai pas du tout apprécié cette merdouille. Pour moi, mon petit cœur, il va vers Anora. Oh Wow. Parce que... Enfin, Anora qu'on ouais, met dans une catégorie. Ouais, parce que j'ai envie de lui donner beaucoup de choses à Anora. Donc autant commencer par là. Ou The Substance. En vrai, Anora et The Substance, c'est vraiment genre mes gros coups de cœur de l'année. Donc ça m'est un peu égal que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi, ils ont un peu les mêmes problèmes, mais aussi les mêmes... mais des originalités, on va dire, que je retrouve pas dans les autres. Donc ouais, moi je dirais de cœur, Anora. Logiquement, The Substance, mais si c'est l'inverse, ça me va aussi. Par contre, si c'est les 3 autres, non. Pour moi, ce sera The Brutalist, tout de go. D'un coup, parce que justement, il a ce côté mastodonte et ce côté... il a créé la biographie d'un gars entier dans ses moindres détails à partir de rien, en fait. Et je trouve que c'est impressionnant d'arriver à faire tenir ça en film. Et voilà, il y a une tonne de détails et on a l'impression que ce gars existe vraiment. Alors que pas du tout, mais en fait, on pourrait écrire sa biographie maintenant, quoi. Ouais. Donc je trouve que de ce point de vue-là, et le côté cheminement de vie, et même la coupure, ce fameux entracte qui coupe sa vie en deux, je trouve ça fait aussi partie du scénario pour moi, la façon d'organiser son film comme ça. Et ouais, vraiment, je trouve que ce serait vraiment mérité de ce point de vue-là. Et je trouve qu'Anora mériterait aussi quand même de l'avoir. Mais The Substance, pas tant que ça. Moi, je suis un peu... Je le mettrais pas de ce côté-là. Donc voilà, The Brutalist. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que c'est en effet The Brutalist qui va l'avoir. Et mon petit cœur va aussi vers The Brutalist. Parce que c'est là où, pour moi, c'est le seul film qui a une vraie complexité d'écriture. Ouais. C'est-à-dire, The Substance est vraiment très bon dans son écriture. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment pas ça le cœur du film. Anora, l'écriture est intéressante, mais vraiment, je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça à écrire Anora. C'est-à-dire, l'écriture du personnage est intéressante, l'histoire est intéressante, mais en soi, il faut quand même bien se rappeler que toute une partie du film n'est pas spécialement bien écrite, qui est juste une répétition de scènes un peu comiques où on va essayer de retrouver le personnage. C'est vrai. Je vais un peu loin, mais pourtant, j'aime beaucoup Anora, encore une fois, hein, mais c'est juste que vraiment, si on parle purement de talent d'écriture et de récompenser de l'écriture d'un film, pour moi, The Brutalist, je suis absolument d'accord avec Roman, et je pense que Roman a tout dit. T'as vraiment l'impression d'avoir eu un vrai biopic, alors qu'en fait, ce n'est pas un biopic. On a créé l'histoire d'un gars, d'une complexité, d'une intelligence absolument dingue, avec à la fois une part de mystère, à la fois une part d'ombre, à la fois une part de lumière, et tout ça parlant des États-Unis et de l'immigration dans son sens le plus large. Je trouve que l'écriture de The Brutalist est vraiment extraordinaire, et pour moi, je vois pas vraiment d'autres films qui pourraient avoir une statuette hormis The Brutalist. Moi, je pense que c'est The Substance, parce que les Américains sont pas subtils. Donc, ils voient ça, ils voient The Substance et ils disent ah waouh, c'est super, parce que c'est vraiment super. Ça part de A, ça va à B et il n'y a pas 10 000, ça va tout droit, quoi. Et ils aiment bien aussi les Américains, et puis peut-être d'autres cultures aussi, mais je pense les Américains, qu'on parle mal d'eux, parce qu'en fait c'est une critique du système hollywoodien. Donc je pense qu'il y a un kink on s'est fait chier dessus, tiens, c'est quand même bien écrit ce film, on se fait chier dessus. Anora aussi, du coup, ça serait une sorte de critique du système américain. C'est une critique de la société américaine, alors que là c'est une critique du cinéma, et de l'industrie hollywoodienne, et de quelque chose qui englobe pas toute la société, mais vraiment
rapport supérieur. C'est plus une golden shower contrôlée, on va dire. Voilà, exactement. Et en plus, c'est une femme. Alors ça fait vraiment genre, ok, d'accord, sans rancune, allez, exactement. tu t'es fait plaisir, ta gueule maintenant. Puis il y a le film français Emilia Pérez qui a fait le Bad Clash, donc on va récompenser l'autre française qui a pas fait Bad Clash avec une autre statuette un peu méritée de ah bah tiens, il y a 2 Français, un qu'on aime moins et une qu'on aime bien. Let's go. Allez, on entre dans les catégories des acteurs et des actrices et on commence tout d'abord avec la meilleure actrice dans un second rôle. On retrouve Monica Barbaro dans Un Parfait Inconnu, Ariana Grande dans Wicked, Felicity Jones dans The Brutalist, Isabelle Rossellini dans Conclave et Zoé Saldana dans Emilia Pérez. Théa, je te laisse commencer. Bon, alors, je les ai tous vus, donc je vois qui c'est, tous ces gens. Je vois qui sont ces énergumènes. Mais j'ai un peu... Alors, navré, mais j'ai vraiment procédé par élimination. Donc, Ariana Grande, non merci, ça dégage. Isabella Rossellini, ce n'est tellement pas mérité. Ouais, je comprends pas ce qu'elle fout dans cette catégorie. Je suis désolée, mais ça c'est juste parce que c'était la seule femme qu'il y avait dans ce film, et donc il fallait en mettre une, mais je vois même pas pourquoi est-ce qu'il va... Enfin, elle apparaît 4 fois dans le film. Ouais, donc moi je trouve... Et en plus ça va, elle a déjà toute sa carrière derrière elle, on a compris. Donc non. Felicity Jones dans The Brutalist, pourquoi pas ? Mais ça m'a pas transcendé. Par contre, alors Monica Barbaro, mais quelle putain de découverte. J'ai détesté Un Parfait Inconnu, mais alors elle, je l'ai trouvée incroyable dans son rôle de vraie personne, sur laquelle ce film n'est pas du tout centré, mais de vrai, parce qu'en fait c'est elle qui est vraiment intéressante dans l'histoire. Et elle sait tout faire, elle chante et tout, enfin, elle est vraiment incroyable. Donc moi, de cœur, je mettrais à Monica Barbaro, mais je pense que logiquement, c'est Zoé Saldana qui va l'avoir. Tellement. Je crains un peu ça, honnêtement. Je préférais que ce soit Felicity Jones qui l'ait, en vrai, hein, s'il devait choisir. Mais je pense que ce sera elle qui l'aura parce que c'est la seule à sauver dans ce casting de merde. Enfin, de l'enfer. Donc, ouais, Zoé Saldana, ça vient compléter sa collection. Et puis, de toute façon, elle fait pas partie du backlash, donc c'est pas grave. Oui, je pense, voilà, et c'est exactement la même réflexion que j'ai que toi. Je pense que c'est Zoé Saldana parce que c'est celle qui a le moins pris, puis qui a pas à prendre de tout le backlash de Emilia Pérez. Elle en soi, elle joue plutôt bien. Elle a pas le backlash de... tweets racistes. Des tweets racistes. Et d'être une grosse conne, en fait. Oui, parce qu'on peut, au-delà des tweets, on peut le rappeler. Oui. Il y a eu ce truc-là, des tweets de justement l'actrice... Carla Voilà, Carla Sofia Gascon, qui justement a eu des tweets il y a quelques années, racistes, islamophobes, etc. On peut parler du backlash qui justement, avec la communauté mexicaine, qui justement disait que c'était un film méprisant, qui mettait en avant les cartels. Donc en fait, Emilia Pérez, depuis plusieurs semaines, se fait... éclaté, on pourrait le dire, clairement. Et justement, je pense dans tout ce backlash assez justifié, enfin autant sur Gascon que sur Audiard et sur tout le film, bah celle qui s'en sort le mieux, qui a le moins à prendre, c'est Zoé Saldana, qui en plus joue plutôt bien dans ce film, qui donne de sa personne. Ouais. Donc ça serait un peu une manière de récompenser Emilia Pérez sans récompenser Emilia Pérez. Et en plus, à Cannes, elles ont eu les 3 la palme à égalité. Alors que je trouve que pour Selena Gomez, c'est pas mérité du tout. Pour Gascon, c'est plus ou moins mérité, mais du coup, maintenant, ça l'est plus du tout. Donc, il reste plus que Saldana et elle est là-dedans. Et en plus, j'ai pas tout vu des autres actrices, mais comme Rossellini dans Conclave, qu'est-ce qu'elle fout là Felicity Jones, c'est pas si mal, mais déjà, je trouvais un chouïa surfait par moment dans le film, mais c'est un peu Oscar-friendly. Mais elle pas au point, je trouve. Enfin, c'est un peu trop gros sabot et pas assez présent. Donc je pense, ouais, Saldana, ça serait plutôt mérité et ça reste un peu en dehors de la tempête du backlash. Ouais. De cœur aussi. De cœur et de raison. Pour moi, il y a littéralement que 3 personnes qui peuvent l'avoir. Hein. C'est Monica Barbaro. Non, mais c'est que Monica Barbaro. Que 3 personnes. Je prends pas beaucoup de risques. Non, mais attends. Il y a que 5 personnes. Laisse-moi finir ce que j'essaye de dire. Pour moi, dans les 5, il y en a que 3 qui peuvent se disputer le truc. C'est Monica Barbaro, Felicity Jones et Zoé Saldana. Ariana Grande, je suis incapable de vous dire si elle joue bien ou mal dans Wicked parce que son jeu est tellement énervant qu'il y a un espèce de truc de mais en fait tu le fais vachement bien, mais en même temps j'ai envie de te trucider à chaque fois que je te vois à l'écran. Et en même temps, Isabella Rossellini, on a dit, c'est un mur, quoi. Enfin, genre, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle fout dans cette catégorie ? Maintenant, pour moi, mon prix de cœur et mon prix de réseau, c'est que Zoé Saldana est très très fort dans Emilia Pérez. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est elle qui se donne le plus, je trouve, dans les 3.
Felicity Jones, c'est très bien, hein, mais c'est plutôt calme. Et Monica Barbaro, c'est très sympa. Mais encore une fois, c'est plutôt calme. Enfin, je veux dire, j'en vois pas une performance vraiment particulière de mise en danger de l'actrice. Là, pour moi, Zoé Saldana, elle se donne vraiment à 3000%. Voire même, tu te poses la question si Zoé Saldana est pas d'une certaine manière le personnage principal d'Emilia Pérez. Clair. Donc en fait, pour moi, c'est une évidence, et je mets ma main à couper, que c'est vraiment Zoé Saldana qui aura le prix. Malgré le backlash, non, pour moi, c'est Zoé Saldana qui le prend sans aucun doute. Moi, je le tente, vraiment, j'y vais. Mais... Je suis assez d'accord avec ce qui se dit là pour l'instant. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit Monica Barbaro pour son rôle dans Parfait Inconnu, mais en fait, c'est dommage parce qu'on sent qu'elle est hyper bien, et en fait, si c'était un film vraiment plus centré. Si le film avait été centré sur elle, ou si elle avait juste eu un rôle plus important dans le film, ça aurait été évidemment elle. Mais là, vu qu'elle est non seulement pas hyper présente, mais au-delà de ça, que ce rôle consiste juste à pousser Dylan dans un sens ou dans l'autre, selon ce qui doit se passer, elle est pas du tout mise en valeur dans ce truc-là. Du coup, je dirais que ce serait plutôt Zoé Saldana aussi, de raison, quoi. Puis ça serait aussi récompensé une carrière, parce qu'elle a plus de 20 ans de carrière, Saldana, et c'est vrai. puis c'est assez méritant. Ça reste quand même plutôt bonne actrice qui n'a pas eu de grande récompense. Je trouve que ça serait un peu l'Oscar, le moment. En plus, c'est dans le second rôle, donc tu peux te permettre ce moment de fulgurance-là dans la cérémonie. Puis bon, elle aura pas pour Avatar, quoi. Exactement. Donc autant pour ça. Meilleur acteur dans un second rôle, cette fois-ci, on a Yuris Borisov dans Anora, Kieran Culkin dans Real Pain, Edward Norton dans Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist, Jeremy Strong dans The Apprentice. Alors là je suis partagé, parce que comme toi, il y en a 3 pour moi. C'est d'une part Edward Norton. Edward Norton qui est excellent dans Complete Unknown, j'ai trouvé, même si voilà, il est vraiment non, il est vraiment bien. Non, je trouve vraiment bien, et en fait j'arrive pas à me décider, parce que dans The Brutalist aussi, Guy Pearce, il est impressionnant aussi, et voilà, quoi, Guy Pearce Melun. il a vraiment une présence de ouf, et il a un rôle qui est assez qui est très très au-dessus, mais en même temps voilà, qui dirige vachement la vie de Adrien Brody, quoi. Genre vraiment tout est un peu dirigé par ce gars-là. Et Jeremy Strong aussi dans The Apprentice, je trouve qu'il est en fait, mais autant lui que Sébastien Stan, en fait, c'est-à-dire que moi je les mets vraiment ensemble, et que ils se tirent les deux vers le haut, et genre au début c'est vraiment lui, donc Jeremy Strong, qui a l'ascendant en fait, et après c'est Sébastien Stan qui prend le dessus, mais du coup je les mettrais vraiment les deux ensemble, quoi. Je verrais pas l'un gagner vraiment sans l'autre. Du coup je dirais Guy. je le mettrais sur Guy finalement. Guy me convainc. Moi, je vais faire très rapide. Je suis d'accord que Guy Pearce Melun est le meilleur là-dedans. Du coup, je veux un film de 3 heures sur ce gars-là. Bien sûr. Moi, Vigneron. Créateur d'une petite boulangerie dans le Poitou. Non, mais bien sûr. Non, pour moi, mon petit cœur, c'est sur Guy. Par contre, je pense que les Golden Globes l'ont déjà prédit. Je pense que c'est Kieran Culkin qui l'aura pour A Real Pain. C'est vrai que je l'ai pas vu. Non, je dirais Guy aussi. Guy. Je dirais le Guy. Non, je dirais le Guy, parce qu'en fait, il est pas flamboyant dans les premières heures. Et en fait, il y a du moment. Magistria, quoi. Et ouais, et en fait. Les premières heures, parce que le film est tellement long. Oui, non, mais vraiment. Non, et en fait, le personnage. Se faire attendre. Il y a une qualité dans l'écriture du personnage où, au début, c'est juste le bourgeois, le riche, il est méchant, il est pas gentil. Enfin, c'est un archétype. Et en fait, ça se brise au fur et à mesure, et ça devient vraiment un individu vraiment que tu t'explores sur la fin autant que Laszlo Toth, le personnage principal de The Brutalist. Et il prend cette force d'être secondaire, d'être largement secondaire, mais quand même exister en périphérie du film, et de très très bien exister. Donc, et puis c'est aussi un des seuls aussi que j'ai vu, parce que je trouve Yuri Borisov chouette, hein, mais est-ce que c'est méritant ? Non. Et dans l'autre sens, t'as fait un pari, Lucas, tout à l'heure, en pronostiquant un film que t'as même pas vu, mais alors de cœur, ça serait Guy Pearce, mais je pense que ce serait Jeremy Strong. Parce que, alors que j'ai même pas vu The Apprentice, mais je pense que ce serait lui, parce que ce serait une manière de récompenser The Apprentice sans directement le récompenser comme meilleur film, ou par Sébastien Stan, parce que ce serait trop gros sabot de récompenser Sébastien Stan. Ce serait genre Trump il est élu président, hop, on va récompenser Sébastien Stan, alors que j'ai pas vu le film et je doute pas de la performance. Je suis sûr qu'il y a une très bonne performance de Sébastien Stan, mais Jeremy Strong, je pense qu'il y a un truc un peu récompenser un film sans le récompenser directement. Jérém Fort pour toi, ça aura voilà, c'est Jérém Fort. Jérém Olivier Fort. Eh ben, c'est drôle parce que dans les 5 propositions, il y en a 2 qui étaient dans Succession.
incroyable série, C'est dingue. by the way. Oh, les coïncidences. Donc, Jeremy Strong et puis Kieran Culkin. Et alors, moi, mon petit cœur, il va sur Jeremy Strong. Parce que j'ai trouvé que dans The Apprentice, effectivement, je suis d'accord avec toi, Roman. Comme dans le film, on voit qu'ils se croisent parce qu'on voit que l'un a beaucoup d'influence sur l'autre et puis il va finir par détruire la vie de l'autre. C'est vraiment les courbes qui se croisent. Ouais. Mais je trouve qu'il y a plus d'envergure dans ce qui est proposé par Jeremy Strong que par Sebastian Stan, que j'ai trouvé un peu monolithique. Mais je l'ai aussi vu dans Different Men et pour moi, il n'est pas incroyable comme acteur. Alors que Jeremy Strong, vraiment, il est au top de tout. Et après, c'est vraiment une sous-merde incroyable où tout d'un coup, tu commences à avoir de l'empathie pour lui parce que vraiment, tu le sens vaciller. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez fort. Donc, mon petit cœur... Parce qu'en fait, il est humain face à l'autre qui est pas humain du tout. Qui est de pire en pire, c'est hallucinant. L'autre a aucun. Bah, du coup, le côté monolithe, bon, on en reparlera après en fait. Oui. Mais du coup, mon petit cœur, il va sur Jérém parce qu'il faut bien qu'il gagne quelque chose. En plus, je suis désolée. Mais je pense qu'ils vont récompenser Kieran Culkin parce que lui aussi, ça fait un bon moment qu'il attend quelque chose. Et je pense pas que A Real Pain aura beaucoup plus de récompenses que ça aux Oscars. Donc, je pense qu'ils vont lui donner quelque chose en mode « Ouais, t'es trop cool, mec, t'es tellement tranquille, t'as des bonnes vibes, vas-y, on te le file. » Il y a de la compétition, faut dire, dans cette catégorie. Hein. Vraiment, il y a du combat. Il y a du combat qui se fait. Franchement, Edward Norton, pour moi, c'est un peu une planche à frire. Une planche à frire. Faut déjà apprendre à parler, en fait. Mais quelle mean girl, celui-là. Mais c'est hallucinant. Bad girl. Non. C'est une mean girl. C'est Georgina. Il a raison en fait. Je suis de Regina côté. George. Allez, ta gueule, toi. Allez, stop là. Et puis Guy, je sais pas pourquoi il me fait penser à Laurent Lafitte. Non, alors par contre, tu te calmes. Il est super, Laurent Lafitte. Guy, il En est plus, super. ouais, Et Laurent c'est Lafitte pas est du- génial. Meilleur acteur français. Qu'est-ce Il a eu que. l'Oscar. C'est Laurent Lafitte qui Donnez doit avoir l'Oscar. l'Oscar, voilà. C'est réglé. Qu'est-ce qu'on débat? Et là, il y a Pierre Palmade qui sort et qui a l'Oscar. Quoi? Et là, tu te réveilles. Gérard Depardieu. Et tu te réveilles et tu te rends compte. C'est que la ce gaffe, n'est- ce c'est n'est- la Allez, gaffe. ce n'était Allez, on qu'un enchaîne, simple on enchaîne, cauchemar. ouais. Ce n'était qu'un simple cauchemar. Bon, allez, on a donné les prix aux petits acteurs, actrices secondaires. On passe aux acteurs et aux actrices principaux dans les films. Et on commence avec meilleure actrice. Et là, il y a du très très lourd parce qu'on a Cynthia Erivo dans Wicked, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Mickey Madison dans Anora, Demi Moore dans The Substance, Fernanda Torres dans Je suis toujours là. Là, il y a de la compète. Là, c'est compliqué à choisir. Par contre, on peut se mettre d'accord. Est-ce que Carla Sofia Gascon gagnera ce prix ou pas? Franchement, c'est une vraie question. Hein. Et j'en parlais un petit peu, je crois, avec toi, Lorenzo. Ça serait couillu que les Oscars disent en fait, on y va et on lui donne le prix, quoi. Ça serait assez impressionnant. Ça serait fou. En plus, on se disait tout à l'heure, ça se trouve, ils ont déjà voté avant qu'il y ait le leaks des tweets. Ouais. Donc, ce serait très drôle. Ce serait une sorte de Will Smith un peu d'année dernière. Genre, on lui donne une heure après la baffe le prix. La polémique que ça créerait si c'est cette meuf-là qui l'a, ça serait hallucinant. Mais je viens de réaliser qu'en fait, on peut faire un tout petit aparté avec meilleure actrice secondaire, mais il n'y a pas Margaret Quinley dans meilleure actrice secondaire. C'est vrai. Ce qui est complètement Ce crétin. qui est super crétin parce qu'elle le mériterait totalement. Oui. Et du coup, je fais la transition avec meilleure actrice tout court, qui pour moi ne devrait pas être Demi Moore, mais qui va être Demi Moore. Ah, toi, tu penses que c'est Demi Moore qui Ouais. le Je le donnerais. Alors, mon cœur va totalement et à 100% pour Mickey Madison. Ouais, la même. Parce que c'est Absolument. méritant de Absolument, fou. Absolument. C'est la performance de l'année. Elle est jeune, elle a la carte devant elle. Elle a fait un truc de fou. Elle n'a pas eu Golden Globes. Elle l'a pas eu à Cannes. Actrice pas très connue en plus au départ, soit dit en passant. Si je dis pas de Non, bêtises. c'est son pas- premier gros pas- film, voilà, oui, c'est voilà. ça, non. Donc, elle l'a pas eu à Cannes. Elle l'a pas eu au Golden Globes. Si elle l'a pas aux Oscars, c'est du vol total. Ouais. Et puis, il faut bien récompenser ce film aussi. Parce que je suis pas sûr qu'il est meilleur film. Et ça serait par là que ça pourrait passer la récompense. Ça serait par Mickey Madison. Donc, mon cœur va totalement pour Mickey Madison. Mais je pense que, vu que les Oscars aiment le confort, aiment le réconfort et aiment les belles histoires, ça va aller à Demi Moore pour le côté sa carrière était il y a 20 ans et elle revient avec un grand film coup de poing. Ouais. Donc on fait les larmes et les paillettes et la belle robe et puis on récompense la grande actrice 20 ans après, genre par réparation, par Ouais, c'est ça, dommage. totalement, ouais. Mais ça serait au détriment d'une jeune actrice talentueuse pour moi. Ouais. Mais je pense que ça va être malheureusement comme ça. Ou Nosferatu. Non, je Oh putain, ce rire. Tu partages le point de vue, Théa? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'ajoute même que Demi Moore, ça ferait une Brendan Fraser. Exactement la même vibe. Même logique derrière, alors que, je dis pas que c'est pas une bonne performance, quoi. Mais ce serait un peu un. tu sais, Mais même genre, Quinley, elle était mieux qu'elle dans une le film. pity
Ouais, exactement. Un peu une petite récompense. Enfin, je sais pas, bof. Après, Fernanda Torres, j'avoue, je l'ai pas vue. Mais comme tout le monde est en train de dire qu'elle l'a déjà eu, rien que pour ça, ça m'agace. Parce que je trouve que c'est un peu... Enfin, non, meuf, c'est pas encore passé, donc calme-toi. Cynthia Erivo, elle mérite pas non plus. Enfin, non. Wicked, faut vraiment qu'il se calme avec ce truc de merde. Donc ouais, moi, mon petit cœur, il me dit Mickey Madison, parce que putain, elle se met vraiment... En fait, ce qui me manque dans ce top, c'est la meuf qui joue dans La jeune fille à l'aiguille. Elle mériterait trop sa place dans meilleure actrice à la place de Cynthia Erivo ou Carla machin chose. Mais voilà, donc moi je suis 100% comme Lorenzo. Pour moi, c'est Carla Sofia Gascon qui remporte l'Oscar. S'il n'y avait pas eu ces polémiques, parce qu'elle va jamais l'avoir, donc c'est certainement pas elle qui va gagner. Tu sens, toi. Non, mais elle va pas le gagner. Je dis ça. Si c'était il y a quelques mois, elle l'aurait gagné. Là, avec ce qui s'est passé, jamais elle le gagne. J'y crois pas une seule seconde. Mon petit cœur va évidemment vers Mickey Madison aussi, parce que je pense que c'est vraiment le film qui centre le personnage et qui donne les pleins pouvoirs à ce personnage féminin. Et je suis un peu bloqué sur, en fait, qui je pense va vraiment avoir la statuette, parce que je suis entre justement ces trois films, entre Mickey Madison, entre Demi Moore aussi, et aussi Fernanda Torres. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, elle a une certaine prestation, un charisme, une certaine puissance dans la manière dont elle joue justement ce personnage de cette mère de famille qui subit un drame. J'avoue, je suis très perdu entre ces trois. J'avoue que je suis en train, évidemment, de faire perdre du temps parce que je suis en cours de réflexion encore pour savoir qui c'est que je vais trancher. Mais je pense que je vais aller un peu au culot et je pense qu'on va aller tenter vers, évidemment, l'actrice qui sera la suivante, qui sera... Ah, je suis pas sûre. Au départ, je voulais donner vers Fernanda Torres. Vas-y, accouche. Allez, on va tenter Demi Moore. Allez, Demi Moore. Tout ça pour ça. Non, mais parce que j'étais... des trois que t'as lui, cité. il a fait... Bien sûr, mais j'ai dit Mickey Madison, Demi Moore ou Fernando Torres. Et au départ, j'étais en mode Demi Moore ou Fernando Torres. Et vos arguments m'ont un peu convaincu. C'est vrai que c'est un peu le truc un peu sexy, donc je change aux dernières secondes. Il nous a fait une académie des Oscars, en fait. Là. Allez. Go to La La Land. Non, bah allez, Demi Moore. De toute façon, ce sera Demi Moore. Enfin, pour moi, il y a aucun monde où c'est pas Demi Moore. Genre, mais si, ça peut être Fernanda Torres. Mais vraiment pas. Genre, je te jure que ça peut. Le côté, mais comeback, actrice connue un peu, qui était un peu sur la fin, elle revient dans un rôle incroyable, transformation physique, en plus film féministe sous et méta, commentaire méta surtout. En plus, voilà, il y a ça. Non, moi, c'est évident que c'est elle et genre. Mais c'est très bien Golden Globe, c'est bon. Non, moi ça me va très bien que ce soit elle. En vrai, je trouve que c'est mérité. Après. J'ai pas vu non plus. C'est vrai que Fernanda Torres, tout le monde dit qu'elle est incroyable. Si c'est Torres qui l'a, je serais dégoûté parce que j'aurais changé à cause de vous la dernière fois. Je serais tellement influençable. T'as pas d'argent en jeu, quoi. Là. Il a dit Demi Moore lui aussi, c'est bon. Mais pour moi, c'est Demi Moore, c'est sans aucun doute. Et cette fois-ci, meilleur acteur. Et on retrouve Adrien Brody dans The Brutalist, Timothée Chalamet dans Un Parfait Inconnu, Colman Domingo dans Sing Sing, Ralph Fiennes dans Conclave, Sébastien Stan dans The Apprentice. Bon, écoutez, on en a déjà un peu parlé, mais c'est vrai que Sébastien Stan, pour moi, c'est trop chaud. Et en plus, pour moi, ce serait pas tout à fait mérité. Ralph Fiennes, ça fait genre 1000 ans qu'il est à l'écran, ce gars. Je pense pas que c'est avec cette performance-là qu'il mérite un Oscar. Je trouve pas. Timothée Chalamet, Shalom Aleikoum, mais non. Joli. À mon avis, ils vont le donner à Adrien Brody. Parce que lui aussi, c'est un peu l'enfant des Oscars. Je pense qu'il en avait certainement déjà eu un, j'imagine, pour le pianiste. Voilà. Ouais, alors 2 fois le même rôle. Hein. Voilà. Ouais. On peut en parler, mais c'est 2 fois une fois un architecte, une fois un pianiste. Même contexte, même Brady décor Corbett sûrement. Aussi, les cancels Quoi Brady Corbett aussi, les cancels, je savais pas. Quoi? Parce que The Pianist, c'est Polanski qui l'a fait. Oh. Excusez-moi, ça va. Lui aussi, il n'y a que lui qui se marre. Par contre, gros coup de gueule, je suis désolée, mais alors j'ai rien contre Colman Domingo, parce que j'ai beaucoup aimé Sing Sing, mais à mon humble avis, le gars qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est Clarence McLean, qui joue un autre détenu, qui est un peu l'antagoniste du personnage de Colman Domingo. Et pour moi, c'est vraiment lui qui se révèle le plus dans sa performance, où tu vois vraiment un début, une fin, alors que Colman Domingo, lui, c'est plus, je sais pas comment dire ça, genre c'est safe. C'est bon. Donc, pour petit cœur, je dirais Colman Domingo, parce que comme ça, quand même, Sing Sing a quelque chose, même si j'estime que ce serait plutôt l'autre acteur qui aurait mérité une récompense. Et à mon avis, ils vont se la jouer safe, et puis ils vont récompenser Adrien Brody. Bah ouais, moi je suis pas dans ce truc-là. Mon coup de cœur, ce serait quand même Sébastien Stan. Je l'ai trouvé vraiment impressionnant et
pas du tout monolithique comme tu disais. Enfin, monolithique dans un sens où il joue un personnage qui n'est pas humain. On le voit au fur et à mesure du film, et du coup, il incarne ce truc-là à la perfection, je trouve. Et l'autre truc, c'est vraiment le côté imitation pure. Enfin, comment il arrive parodie. Voilà, c'est ça. Surtout. À mimer vraiment tout ce qui est Trump, la façon de parler, la façon de bouger, le vocabulaire et tout, qu'il arrive à mimer ce truc-là. Vraiment, du point impressionnant au point où genre, tu fermes les yeux et c'est Trump, quoi. Il y a vraiment ce côté plus vrai que nature. Donc je trouve que niveau acteur, ça se pose là, quoi, en termes de performance. Maintenant, je pense pas qu'il l'aura parce que ce serait un peu gros et il se prendrait des polémiques et tout. Donc moi, je pense que ce sera Timothée Chalamet, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu le rôle. En plus, il fait sa promo sur ce truc il a passé 5 ans à travailler. C'est un peu le rôle de sa vie, c'est comme ça qu'il le vend un peu comme ça. Il a 30 ans, même pas. Oui, mais il dit vraiment que c'est genre son rôle le plus con. important et tout. Ouais. Et en plus, il a déjà été nommé. Le rôle de la maturité. Il a déjà été nommé. Non, il n'était pas été nommé encore aux Oscars pour ça, mais je trouve que il a tellement le vent en poupe et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu lui qui va l'avoir. Je pense. J'ai l'impression que c'est son moment. Ouais, je pense qu'ils vont faire l'inverse de ce que je prédit pour l'actrice féminine. Ils vont, au lieu de récompenser le vieil acteur méritant qu'Adrien Brody, qui pour moi roule sur les autres parce qu'il fait une performance Oscar, mais digne, tu vois, c'est pas cliché, c'est vraiment, il porte un film, il porte un personnage, il rôle d'une vie, hein, si tu veux, enfin vraiment, ok, d'accord, il veut pianiste, mais là, on est 20 ans après, il est toujours dans la même justesse, intensité et perfection, et mais je pense qu'ils vont faire l'inverse et récompenser le jeune premier, le jeune futur grand acteur que est apparemment Chalamet. Alors que ce gars-là, mais autant il m'énerve en tant qu'individu, en tant que Timothée Chalamet. Parce que tu le connais personnellement en plus. Ouais. Hein. Bah, on en voit beaucoup trop sur les réseaux. Il a piqué ta meuf. Ouais, des embrouilles. Kylie Jenner, doit de il m'a l'argent. piqué Kylie Jenner. Alors ça, je l'ai en travers. Non mais... Bon, sur les réseaux, juste du peu que et dans les interviews, genre venir en live sur un tapis rouge, je me vais te faire foutre. Ouais, mais genre le rôle de la maturité, quand tu viens en vélo live sur le tapis rouge, non. Ce gars-là n'est pas mature, tu ne fais pas un freestyle sur le toit d'un hôtel à Paris, là devant la Tour Eiffel. Mais quel môme. Tu te mets pas en jogging, enfin bon, c'est pas un grand acteur, arrêtons tout de suite. Mais malheureusement, apparemment, tu peux convertir les masses, tu peux full les gens. Il va sûrement... Enfin, mon cœur va pour Brody parce que c'est la maturité d'un grand acteur qui te fait une grande performance. Mais ils vont le donner au petit con qui a fait un film correct, avec un rôle correct, avec un truc de transformation. Il avait les ongles noirs quand même. Oh là là. Et il a appris 4 accords de guitare. Oh là là. Là. Limite, il est mieux dans Dune, Chalamet. Il est plus non, crédible mais dans ça Dune. c'est évident, Bien ça sûr, c'est bien sûr. évident. Non, mais tu vois, il serait nommé... dictateur, moi je le vois plus. Hein. Exactement. En fait, il serait beaucoup mieux et il est plus intéressant en termes de personnage. Bien sûr. dans Dune que dans... En fait, il serait nommé pour Dune, que ça serait moins déconnant. Mais mon cœur va pour Brody et mon dégoût pour Chalamet. Je suis assez en accord. Après, je suis moins insultant envers Timothée Chalamet que vous tous. Mais non, évidemment, pour moi, Adrien Brody, c'est clairement le mec qui roule sur la concurrence dans toutes ces catégories-là. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat. Il est extraordinaire. Et par contre, c'est tellement Timothée Chalamet qui va l'avoir. Parce que... Et en fait, à chaque fois que je défendais ce positionnement-là, beaucoup de gens m'ont dit « Mais non, tu dis de la merde, etc. C'est pas vrai. Non, les Oscars vont jamais faire un truc comme ça. » Je le sens arriver grand comme une maison que les Oscars vont vraiment donner à Timothée Chalamet. Parce que il va reprendre un chanteur états-unien, il le fait vachement bien. Comme tu l'as dit, pendant des années, il y a bossé dessus. C'est assez impressionnant comment il chante, machin. Je dis pas qu'il n'a pas fait d'efforts sur ce rôle. Je pense vraiment qu'il a beaucoup travaillé son rôle, ça c'est sûr. Par contre, c'est vraiment pas un prix que je donnerais pour un prix d'interprétation, pour un prix d'acteur. Il y a tellement mieux, il y a une justesse beaucoup plus intéressante dans celle d'Adrien Brody. Et je pense qu'il y a vraiment une finesse beaucoup plus intéressante, même dans celle de Ralph Fiennes, largement beaucoup plus. Mais Timothée Chalamet va l'obtenir parce qu'évidemment, c'est tout un symbole, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui plaît aux Oscars, ce petit bonhomme, ce petit jeune. Ils aiment ce genre de personnes. Donc, malheureusement, Adrien Brody repartira sans rien, alors que c'est absolument pas mérité, parce que vraiment, c'est lui qui, au-dessus de tout le monde, met une vitesse à la totalité des acteurs qui sont dans cette catégorie. On arrive du coup aux 2 dernières récompenses. Et quelle récompense!
On commence avec l'avant-dernière. Meilleure réalisation. On retrouve Sean Baker pour Anora, Brady Corbett pour The Brutalist, James Mangold pour Un Parfait Inconnu, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Coralie Farja pour The Substance. Alors, catégorie très 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 compliquée, à part le fait qu'on peut enlever James Mangold directement, parce que bon, pour Un Parfait Inconnu, il faut se calmer. Alors, autant, ça va vous surprendre, mais je pense que la meilleure réalisation pour mon petit cœur partirait pour Brady Corbett pour The Brutalist, alors que je trouve que The Substance est un chef-d'œuvre absolu, que j'adore ce film, mais pourtant je donne la mise en scène, la réalisation à Brady Corbett parce que, et c'est ce que, voilà, encore une fois, on vous renvoie vers l'épisode 52 qui va sortir dans quelques jours, mais c'est un film qui a réussi à me faire aimer des choses dans le cinéma que je ne pensais ne pas aimer. Et ça, je pense que c'est assez dingue. Il a réussi à me faire découvrir des éléments de mise en scène à 25 ans, alors que je pensais que j'avais déjà vu pas mal de choses. Non, là, il me fait découvrir des choses. Malgré le fait que Coralie Farja fait un truc extraordinaire, Brady Corbett avec The Brutalist, c'est un truc spécial. C'est un truc qui est un peu comme The Zone of Interest d'une certaine manière. Il y a un peu ce truc de t'es dans une autre catégorie. T'es dans un truc où tu ne verras ça nulle part ailleurs. Pour moi, c'est clairement The Brutalist qui doit repartir avec la statuette. Mais il existe un petit Français. Non. Et pas une Française, malheureusement. Mais il existe un petit Français sans cheveux qui va arriver à cette cérémonie et qui va recevoir la statuette de la meilleure réalisation qui s'appelle Monsieur Audiard. Jacques Audiard va remporter, je pense, le prix. Parce qu'à un moment donné, Emilia Pérez, quand tu le nommes dans je sais pas combien de catégories, quand tu lui donnes autant de crédit, que le film a été autant apprécié par l'Académie, et je précise bien par l'Académie, parce que vraiment tout le reste, que ça soit sur les sites de critiques, que ça soit par la critique américaine ou etc., le film s'est fait défoncer. Mais pour vraiment ce qui est de l'Académie, les gens ont adoré ce film. Et moi aussi, hein, vous le savez bien, dans mon top de l'année, c'est mon top 2. Malgré toutes les critiques qu'il y a derrière le film, malgré le fait, le truc de son actrice principale, malgré la question de c'est un film qui méprise le Mexique, qui est une réflexion qu'on peut se poser, hein, je ne suis pas complètement d'accord sur tout, mais c'est des réflexions qui peuvent se poser. Je pense que le film repart avec la statuette de la meilleure réalisation, parce qu'en effet, Emilia Pérez, il y a une réalisation qui est absolument dinguissime, je trouve, dans le tout, dans la globalité, c'est absolument extraordinaire, mais n'empêche, moi je préfère clairement la subtilité, l'intelligence et l'anormalité, on va dire, la spécialité qu'est la mise en scène de Brady Corbett. Mais je pense que c'est en effet Emilia Pérez qui va repartir avec la meilleure réalisation et donc Jacques Audiard qui partira avec la statuette. J'aimerais, je pense, contrairement à toi Lucas, que ça serait Brady Corbett parce que ça peut être une récompense, on va dire, un peu neutre. Tu vas pas dans le clivant avec du James Mangold, du Sean Baker ou du Audiard. Et puis ça serait méritant totalement. Même mon Oscar de cœur pour réalisation, ça serait Coralie Farja pour The Substance. Parce que, à nouveau, les Américains, je pense, il leur faut un truc comme ça. Ils ont envie un peu de récompenser, je pense, un truc comme ça. Et il y aura une forme de demi-réparation. Ça allait dans ce que je disais tout à l'heure avec le scénario pour The Substance. Ça serait une sorte de demi-réparation de ce qu'elle n'a pas eu à Cannes et ce qu'elle n'a pas eu aux Golden Globes. Ce serait une manière un peu de la récompenser à son juste prix, à son juste niveau, et aussi de récompenser une grande future réalisatrice. Ce serait un peu faire la belle histoire, parce que je pense qu'ils ne sont pas aveugles de ce qui s'est fait avec Titane ou avec Justine Triet, et ils voudraient un peu aussi cette belle grande histoire. Peut-être un peu récompenser la femme française étrangère qui est pas les vieux mecs américains, même si Sean Baker ça serait très pertinent, le jeune Brody ça serait très pertinent, peut-être un peu oser l'audace. C'est pour ça que moi ça serait mon Oscar de cœur, mais je pense si tu veux la jouer un peu sécure, et sécure mais très bien, super sécure, c'est Brody, le gars il est bien, il est cool, il a fait un bon film, et à nouveau si je le dis je le casse là, mais moi en faisant mon petit devoir de pronostic / Oscar de cœur, je l'ai pensé dans sa globalité. Je me suis dit c'est une année où il y a tellement de concurrence entre tellement de films excellents que j'ai un peu joué l'équilibre, tu vois, je me dis ah bah ça si je le mets là, c'est que je me le refuse à récompenser ce film ailleurs. Du coup, il y a un peu distribué, c'est pas faire la razzia pour un film où c'est pas chaque catégorie où ça serait le plus logique, méritant, ou alors pour la fame ou pour la hype, ça serait je le vois dans son ensemble. C'est un peu comme ça que j'ai fait la sélection, un peu pour me pseudo-justifier. Mais de cœur, ça serait Coralie Farja pour The Substance.
Alors moi, je pense que ce sera Brady Corbett qui l'aura. Parce que c'est pas lui que j'ai mis pour meilleur film. Mais de cœur, j'aimerais bien Anora, parce que je pense qu'ils auront rien d'autre. À ce niveau-là de compétition, je dis. À Sean mon Baker avis... qui repart avec le prix de la mise en scène. De réalisation. Ouais, l'interprétation, c'était lui, en fait. Lui, en fait, Mickey Madison. C'était la barre de pole dance. En fait, lui, c'est la doublage striptease. À chaque fois qu'il y a des striptease, c'est lui, en fait. C'est son boule. C'est ça, j'en ai dit qui c'est lui. C'est le doublage boule. Alors, apparemment, petite anecdote, 10 heures d'épilage par jour. Hein, ah oui, on les voit. Pour ce petit cul, là, flambant neuf. Voilà. Donc, ouais, alors, de cœur, je dirais Anora, parce qu'à mon avis, jamais film il aura. Voilà. Sacrée phrase. Anora pas, voilà. Mais à mon avis, ce sera Brady Corbett de Brutalist, parce qu'ils voudront pas non plus le meilleur film, quoi, pour lui. Ah, moi, je suis plutôt quand même sur The Brutalist, quoi. Autant dans le cœur que dans la raison, j'ai l'impression que c'est un tel, justement, comme tu l'as dit, mais une telle déflagration un peu en mise en scène et tout, un tel renouveau que je vois difficilement comment il pourrait le donner à quelqu'un d'autre que ce bon Brady, comme on l'appelle. Et ouais, je pense que Coralie Farja, tu vois, elle aurait pu, mais c'est pas tellement la vibe des Oscars. J'ai l'impression qu'ils vont pas dans ce truc-là. Et c'est trop extrême pour les Oscars. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils comprendront pas vraiment 2025, ce truc-là. c'est Trump, il faut... Voilà. Puis après, le reste, pour moi, il y a rien de très exceptionnel dans le reste, donc je pars sur Brady Corbett. Allez, après avoir fait meilleure réalisation, on a parlé de Brady Corbett, on a parlé de Sean Baker, on a parlé de Jacques Audiard, on a parlé de Coralie Farja. Il y a de la très très grosse compétition pour la meilleure réalisation de cette année. Mais il y a aussi évidemment de la très très grande compétition pour le meilleur film de l'année du coup 2024. Donc pour cette cérémonie 2025, mais pour l'année 2024 qui s'est passée. Les meilleurs films, les nominés sont Anora de Sean Baker, The Brutalist de Brady Corbett, Un parfait inconnu de James Mangold, Conclave d'Edward Berger, Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Je suis toujours là de Walter Salles, Nickel Boy de Rameles Ross, The Substance de Coralie Farja et Wicked de John Chu. On arrive enfin à cette catégorie que tout le monde attend, que vous attendiez toutes et tous. Je sais pas qui c'est qui veut se jeter à l'eau pour le meilleur film de l'année. Oh, allez, alors, on se regarde un peu tous dans le blanc des yeux, mais... J'aimerais bien que ce soit The Brutalist, encore une fois, parce que voilà, quoi, pour moi, il a vraiment surpassé tout le reste cette année, mais je pense que ce sera Anora. Oh, waouh! Ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Bah, tu vois, je suis imprévisible. Pourquoi Anora, alors que le film a quand même été beaucoup boudé dans plein de compétitions? Puis même toi, tu l'as pas spécialement tant... Pourquoi mais Anora je ne suis pas jury des Oscars, ça t'aura pas échappé. Donc je ne parle pas en tant que... D'accord. Ah, je t'apprends. Ah ouais, bon, c'est ça. Du coup, effectivement, t'as pas compris. Je croyais qu'on faisait... J'avais pas précisé au début. Tu es complètement... Mais non, je trouve que Anora, justement, déjà, à mon avis, il aura pas... C'est typiquement le genre de film où il peut avoir pas grand-chose dans le reste. Et un peu frapper un grand coup comme Moonlight, tu nous fais bah ouais, puis Moonlight, ou même quand il était à Cannes, personne l'avait vraiment vu venir, quoi. Enfin, c'était un peu la Palme d'Or qui arrivait comme ça, donc il peut faire un truc comme ça. Et non, j'ai l'impression que justement c'est le film qui a été un peu boudé des autres, mais voilà, qui va réussir à prendre le dessus sur ça. Et puis franchement, dans les autres choix, il y aurait The Brutalist, mais sinon il y en a aucun où je me dis que en fait ça va jouer entre ces deux, bon, vraiment. Mais je pense que Anora va le prendre parce que j'espère que Brutalist aura plus d'autres prix, justement, scénario, réalisation et tout, et que Anora aura celui-là. Et en vrai, voilà, quoi, ce sera pas démérité non plus, mais ouais, je partirai sur Anora en raison. Lorenzo, tu es d'accord avec ça ou tu as d'autres pronostics? Je suis plus ou moins d'accord. En fait, de cœur, c'est Brutalist. Et en fait, limite, comme je le vois, ça devrait être... On devrait le dire maintenant, tu vois, genre, il devrait faire un communiqué. Brutalist a gagné. Et après, on donne un autre Oscar d'honneur aux autres films nommés, tu vois. Tellement... Donc il n'y a pas de perdant, quoi. Non, il y a un gagnant, c'est Brutalist. Ouais. Et on le sort de la catégorie meilleur film. Et après, on donne un Oscar de meilleur deuxième film. Et puis c'est ça quand serait... on sait pas trancher, en fait. Oui, bah, Cannes, ils font ça une année sur deux. Donc, non, mais un truc genre, voilà, Brutalist, bravo, tu as gagné le cinéma. Tu as gagné le cinéma. Et après... Les clés du cinéma. Tu as fini, tiens. Et après, on donne un Oscar pour... De cœur, je dirais Anora, mais en fait, il a déjà gagné la Palme, donc, et c'était très méritant. Pour moi, l'injustice, elle était du fait que Mickey Madison n'ait rien reçu, donc elle devrait recevoir pour moi la statuette, même si ce sera Demi Moore.
Mais je vois le truc où ça devrait être le plus méritant qui gagne, donc The Brutalist, et ça sera pas le plus méritant qui gagne, donc un truc à la con, genre A Copy Unknown, ou... Waouh! Ou alors un truc genre, je sais pas, c'est quoi Nickel Boy? C'est Ah des ouais, mecs toi en- tu veux en vraiment les prison. outsiders quoi. Hein C'est des mecs qui vont en tôle. Bah voilà, bah ça serait le Moonlight, le film qui est nommé... Non, dans- c'est pas Sing Sing justement les gars qui Non, il y en a deux. Ah. Il y en a deux Deux avec films en prison. des Bah voilà. acteurs racisés qui sont en tôle. C'est dire. C'est 2 fois le même film. Et bah, ça serait, à la Moonlight, ça serait le film que personne n'a vu venir. Je sais pas ce que c'est Nickel Boy, ça peut peut-être gagner. Non, mais en fait, je sens le truc où devrait être The Brutalist, ça va pas être The Brutalist. Limite, ça serait genre Dune, tu vois. Tu ne sais pas pourquoi, mais c'est Dune. Non, mais je vais quand même un peu revenir à la raison. De cœur, c'est The Brutalist, et de raison, c'est The Brutalist. Mais vous me faites peur, les Oscars. Et je sens qu'il y aura une dinguerie. Il le rajoute dernière And minute. the winner is La La Land. Oh fuck, encore. Merde. Non, it's you, Nosferatu, it's you. Non, je me permets d'enchaîner. Mon petit cœur, évidemment, va donner le meilleur film à The Substance, qui évidemment est le grand chef-d'œuvre de l'année 2024 à mon sens. Donc évidemment, mon rêve absolu serait évidemment de voir Coralie Farja voir sur cette petite affiche The Substance, voir toute l'équipe du film et surtout Coralie Farja fondre en pleurs et aller sur scène et nous faire un discours de, en fait, fuck you everyone, on a gagné, vive les femmes. Enfin, tu vois, un espèce de truc complètement improvisé et complètement punk et qui ferait tellement du bien, parce qu'en plus tu sens que cette meuf elle est tellement engagée sur pas mal de choses et qu'elle a beaucoup de choses à dire. Je pense que dans un contexte ricain, si elle avait 5 minutes de temps de parole sur un tout petit strapontin, je pense qu'elle serait capable d'envoyer chez la totalité du gouvernement américain et de vraiment foutre la merde dans ce truc là, et ça serait voilà, ça Mais elle fait... recevra un Oscar des gens qu'elle critique. Ça fait... Oui, mais d'un autre côté, justement, c'est ce que j'allais en venir. Pour moi, elle ne le gagnera pas. Voilà, reviens à la raison un petit peu. Et maintenant, je reviens. Je laisse ce fantasme-là dans ma boîte à fantasmes qui ne pourront jamais être ouverts, malheureusement. Voilà, ça restera Tu dans le feras en cette IA, petite boîte. tu feras le... Je le ferai en IA, voilà. Je ferai du codage. Non, en fait, je pense que meilleur film... c'est Emilia Pérez qui va le prendre. Quoi. Non, mais en fait, j'ai tellement... Il faut bien comprendre un truc. C'est que Emilia Pérez a quand même, comme tu l'as dit, a tellement été citée, nommée, dans tellement de catégories dans les Oscars. Il a quand même été vu comme l'un des grands films de l'année 2024. Il a été complètement mis en avant par l'Académie. Vraiment, l'Académie a dit « c'est un chef-d'œuvre absolu. Il est censé tout remporter. » Il y a par contre ces affaires-là qui lui traînent au cul, qui sont liées à l'actrice. C'est pour ça que je dis « elle ne l'aura pas ». Et sur une critique qui, pour moi, déjà n'est pas complètement fondée sur plein de choses. Il y a des critiques qui ont du sens, mais il y a plein de choses qui pour moi n'ont pas de sens, ou en tout cas que je trouve assez limitées dans sa critique. Et les ricains, en plus de ça, s'en battent les couilles parce que c'est des ricains et parce qu'en fait ce truc-là de on a en fait une posture très blanc occidentale, ils s'en foutent. C'est pas leur question. Eux, ils veulent faire du cinéma qui bouge. C'est un film qui parle à leurs petits yeux. C'est un film qui est grandiloquent et qui a tout pour être justement ce film de cinéma oscardien qui pourrait tellement plaire, avec en même temps un petit côté un peu moderne, machin, parce qu'en fait on met une actrice trans dedans, blablabla. Encore une fois, moi j'adore Emilia Pérez, vraiment je trouve que c'est un très très grand film. Évidemment j'aurais donné ma statuette à The Substance, évidemment, mais je pense que c'est clairement Emilia Pérez, parce qu'Emilia Pérez est l'un des seuls films à avoir les épaules et en fait à avoir le passeport que les Oscars veulent. À part peut-être Anora, ça pourrait être un peu le petit truc un peu surprise qui pourrait se passer. Mais The Brutalist est un film beaucoup trop indépendant pour avoir justement meilleur film. Même si j'aimerais beaucoup, soyez en passant, si je vois The Brutalist remporter meilleur film, je serais hyper content pour Brady Corbett. Mais la totalité des autres films, que ce soit Parfait Inconnu, Conclave, Dune, Je suis toujours là, Nickel Boy, Wicked, pour moi, c'est pas des films qui ont la notion, vraiment l'identité de ce que les Oscars veulent donner comme meilleur film. Pour moi, il y a tellement une réflexion grande qui est derrière que pour moi, Emilia Pérez peut l'emporter. Mais vraiment, je pense que ça va être un grand combat cette année. Pour moi, il y a des films qui vraiment ne l'auront pas. Emilia Pérez, je mets ma pièce dessus en pensant que c'est celui-là qui va l'avoir, mais je peux clairement me tromper parce qu'il y a vraiment de la grosse compétition. Mais je sens que c'est vraiment ce que les Oscars veulent. Et en plus, je pense que les Oscars veulent aussi un peu provoquer. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté. Ils ont envie de provoquer. Moi, j'ai un avis qui se nourrit un peu de tous vos avis à vous, je dois dire. De cœur, moi, je mettrais The Substance.
parce que pour moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué et qui dérange le plus dans toute cette compétition. Et c'est aussi un film, pour moi, c'est un grand film sans être un film oscarisé. Genre, c'est clairement pas un truc qu'on envoie comme ça à l'académie en leur disant « coucou, vous allez passer une super bonne après-midi en regardant ce film ». Pour moi, ce film, il est vraiment fait pour déranger comme Titane. Donc, mon petit cœur me dit que si Coralie Farja et toute l'équipe reçoivent cette récompense, c'est incroyable comme symbole et comme mot adressé au cinéma. Après, j'hésite un peu entre la logique du film qui était pour les Oscars, donc The Brutalist, qui est clairement un film, à mon avis, assez complet. Mais pour moi, il est moins marquant que The Zone of Interest, qui était un film complet, mais au-delà des films. Pour moi, The Brutalist, c'est un film un peu typique à Oscar. Genre une grande fresque, etc. Sans dire que c'est pas un film qui est pas réfléchi et puis que ce qu'il a fait, c'est pas un film, intime que Brady Corbet voulait présenter avec sa vision, etc. Pas pour dire qu'il a fait quelque chose pour que ce soit bankable, pas du tout. Mais pour moi, ça représente trop ce qui a déjà été récompensé par le passé. Donc, je pense plutôt à une affaire comme un peu à la Moonlight, où ce sera Anora qui remporte la statuette, parce que justement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous sert au quotidien. Et oui, alors ce film a beaucoup de faiblesses, notamment dans la deuxième partie qui est un peu répétitive. On voit clairement qu'il y a 2 parties, etc., etc. Mais je trouve que les personnages qui sont mis en avant, c'est des personnages qui sont rarement vus au cinéma. Ça donne une très bonne vision de ce qu'est la féminité, de ce que sont les femmes fortes, même au-delà de The Substance. Donc pour moi, vraiment, ce serait Anora qui devrait gagner, selon les pronostics de l'Académie. Mais après, moi, je m'en fous. C'est Anora ou The Substance, mon cœur. Et de nouveau, comme Lucas, moi, si c'est The Brutalist qui gagne, c'est cool, mais c'est un peu trop attendu. Donc, à mon avis, ils vont faire une Moonlight avec Anora, mais si c'est The Substance, mon petit cœur battra aussi. Bon, ça n'a pas vraiment le même niveau que Moonlight, parce qu'Anora, il y a quand même eu la palme, etc. Moonlight, ça sortait vraiment de nulle part. Il était nommé dans quelques catégories, mais aucun prix, machin. Là, quand même, Anora a reçu des prix, quoi. C'est pas... Ouais, mais je trouve que par rapport aux autres, c'est un peu comme, c'est un peu comme le c'est poney. C'est l'outsider, tu dis. Hein. Ouais, c'est comme le poney qui va courir avec des chevaux, quoi. Tu le vois pas à l'arrivée, le petit machin qui te talonne. Donc, pour moi, il mériterait parce que c'est le moins in your face de tous. Tu m'as convaincu. Je te rejoins sur ce prono. Oh, non, en fait, il y a un changement en direct. De cœur. Je suis une influenceuse. De un individu. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça s'appelle de la manipulation quand c'est un individu. Il compte tellement. Tiens, range les billets de 1000 francs. Merci, elle m'a payé sous la table. En soi. Attends, quoi? Elle a payé. D'accord. Sous la table. Oui, d'argent. Voilà. Merci. En banane plantain. Non, mais je te rejoins sur le truc. En fait, je reste sur Brutalist, Oscar de cœur. Parce que, comme tu dis, c'est Oscar friendly, mais ça reste quand même une proposition artistique qui sort de la sphère Oscar. Et en fait, en y repensant et en t'écoutant, ça sort tellement de la sphère Oscar. Et surtout, en fait, c'est un quasi premier film. Enfin, c'est pas un premier film, mais ça sort d'un peu nulle part. Et je trouve que ça serait trop gros de le récompenser. En fait, ça serait trop facile de dire c'est la claque de l'année, donc c'est l'Oscar du meilleur film. Et le mec, il a 35 ans, quoi. Ouais. Ce serait beaucoup trop gros. Là où, dans l'autre sens, en fait, Anora, Sean Baker n'a quasiment rien eu, quasiment jamais rien eu, encore moins aux Oscars. Donc, elle serait là la surprise. C'est le vieux mec blanc qui a toute sa vie dit des trucs intéressants et tout, qui reçoit l'Oscar en récompense pour ce super film qu'est Anora et pour tous les autres films où il s'est pas fait récompenser. Et en plus, là où, par exemple, ça serait pas The Substance parce que ça critique le système américain, ça pourrait être Anora parce que ça critique la société américaine. Ouais. Et c'est super facile quand tu fais partie du système, tu es à l'Académie des Oscars, de dire « Ah bah regardez le système dans sa pluralité, donc regardez Anora, c'est super. » Alors là où c'est impossible, et ça sera jamais The Substance, tu peux pas être le système et dire « Ah bah ce film anti-système est super. Ouais. » Ça marchera, enfin, ça serait gros, ça serait beaucoup trop gros. Il y a quand même des cas de c'est déjà arrivé. Mais cette année, je le sens pas. Je vois pas où c'est l'année où... Parasite, par exemple, c'était exactement ça. C'est un film qui parle de la lutte des classes, qui est un film marxiste qui, en fait, à la fin, reçoit l'Oscar du meilleur film. Oui, mais vu que c'est cantonné à une maison, vu que c'est coréen, c'est cantonné à une maison.
Tu remets pas en cause le système global, la politique. Le film dit le film est littéralement un film marxiste, donc c'est vraiment un film qui te parle de la lutte des classes. Ouais, mais les Américains savent pas ce que c'est le marxisme. Ils l'ont pas vu. Les Américains sont très teubés. Ils l'ont jamais vu le marxisme là-dedans. Marxisme pour eux. Allez, j'ai lu la médium. Voilà, exactement. C'est quoi, c'est des Chinois? Ouais, donc ils sont communistes en fait. Exactement. C'est ça. Non, voilà, donc la réflexion elle est là. Ça serait pas en fait brutaliste parce que ça serait à nouveau dans la même réflexion que Mickey Madison. Tu récompenses pas la jeunesse aussitôt, aussi vite, surtout quand en face, t'as de la vieillesse, mais de la vieillesse expérimentée, de la vieillesse méritante, de la vieillesse talentueuse. Donc ça pourrait passer par Anora. Et du coup, vu que mon Oscar de raison pour la meilleure actrice partirait sur Demi Moore, ce serait une manière de récompenser en parallèle, par extension, Mickey Madison dans Anora. Donc voilà, tu m'as convaincu là-dessus, ça serait de cœur brutaliste et de raison Anora. Enfin bref, pour savoir qui l'emportera le meilleur film entre Anora, The Brutalist, Emilia Pérez ou peut-être, on ne sait jamais, The Substance de Coralie Farja, peut-être que Nickel Boy. Un rêve, ou peut-être Nickel Boy, ou peut-être Nosferatu, ou peut-être Conclave, ou Guy, ou peut-être le Big Deal, le film, on ne sait jamais. Quel film obtiendra la statuette finale? Réponse ce dimanche soir de la nuit entre dimanche et lundi, où il y aura du coup cette petite cérémonie que nous suivrons et qu'on vous fera un petit retour le lendemain sur tous nos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous suivre. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la totalité de nos pronostics sur les réseaux sociaux avec nos statuettes personnelles et la statuette de qui c'est qui au final on pense qu'il l'aura vraiment parce qu'en fait c'est lui qui l'a gagné. C'est ça la catégorie précise. Non mais vous trouverez nos petits coups de cœur et les gagnants de qui on pense être les gagnants. Bref, retrouvez tous nos pronostics sur nos réseaux sociaux. Et on arrive tranquillement à la fin de ces pronostics pour l'année 2024, pour cette cérémonie 2025 qui nous attend. On la regardera avec passion, avec envie et avec beaucoup de fatigue parce que c'est littéralement pendant la nuit, donc le lendemain ça va picoter, on pourra le dire. Mais en tout cas, un très très grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve même dans quelques jours pour le 52e épisode de Vidéo Club. Et oui, cette semaine, vous êtes gâtés, chers auditeurs et auditrices. Vous avez à la fois l'épisode des Oscars et à la fois l'épisode 52 de Vidéo Club. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode. Évidemment, je cloue cette émission, ce petit moment Oscar. Je cloue évidemment avec un marteau et des clous. Et ça fait plaisir. Je mets donc un terme à cet épisode. Oh, c'est pire, je mets un terme. Quelle horreur. On dirait un juge. Quelle catastrophe. Allez, je donne la parole à mes chers amis dans le studio pour conclure cet épisode. Je donne peut-être la parole à toi, Théa, pour conclure. Un petit mot de fin. Votez Sébastien Stan pour sa super rendition de Vin Diesel dans Fast and Furious 14. Voilà. Ça me semble une bonne fin. Lorenzo? Qui me rejoint dans mon hate club de Timothée Chalamet. Je vais créer ça. Et de Nosferatu aussi. Et de Nosferatu. En fait, vous êtes quelques-uns à être autour d'une table et dire on déteste Chalamet. Ouais, pas Nosferatu. On fait ça une fois par semaine. Voilà. Et vous tuez des enfants. Non. Voilà. C'est toujours un plaisir. Roman, pour conclure. On verra quoi. Voilà. Je crois qu'on peut juste dire qu'on sera dimanche, on sera lundi en fait. Et puis voilà. C'est donc tout pour cet épisode de pronos pour les Oscars. N'hésitez pas à nous faire savoir quels sont aussi vos petits pronostics sur les réseaux sociaux. En tout cas, on se retrouve très vite, même dans quelques jours, pour le prochain épisode de Vidéo Club. On a très hâte de voir cette cérémonie. On vous souhaite une belle semaine, on pourrait dire, une belle semaine cinéphilique. En tout cas, n'oubliez pas d'aller voir des films et surtout n'oubliez pas, vive le cinéma!